je voulais absolument regarder avec vous une émission qui est sortie récemment, c'est un complément d'enquête, qui fait une enquête sur Top Chef et les stars de Top Chef. Alors, du coup, moi, je vous explique. Avec Raz, on est fan de Top Chef. On adore les restos gastronomiques. Et Top Chef n'y est pas pour rien, d'ailleurs, by the way. Donc, c'est l'émission de télé-réalité, le divertissement, fast-food qu'on regarde avec Raz pour saliver sur de la cuisine étoilée. Donc voilà, je pose les bases. Mais du coup, ça m'intéresse parce que du coup, il y a un complément d'enquête qui est sorti, qui a enquêté un petit peu donc les nouvelles stars de la cuisine, les nouvelles stars de Top Chef. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir. Ce qui est intéressant avec Top Chef, particulièrement Top Chef France, c'est que donc Top Chef, à la base, c'est une émission de télé-réalité états-unienne. Et c'est pas ouf. Mais en tout cas, c'est des franchises internationales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur la bouffe et sur la gastronomie, il y a eu un peu une anomalie qui s'est faite en France. Je sais pas si c'est une anomalie vis-à-vis de la France, mais en tout cas c'est une anomalie vis-à-vis de la franchise Top Chef. C'est que Top Chef en France, au fur et à mesure des saisons, est devenu de plus en plus une émission d'élite et de qualité. En fait, Top Chef n'est à l'origine pas une émission française, mais on est le seul pays à avoir le droit de pas en faire une émission de télé réalisée à l'américaine. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on a vraiment négocié de le faire vraiment à notre façon, et ça a fait que Top Chef a ce truc très bizarre où c'est vraiment une émission de télé-réalité d'élite, où aujourd'hui t'as des gens qui sont chefs dans des restaurants parfois déjà étoilés, qui ont bossé dans les cuisines de plein de restos étoilés, qui sont chefs de partie, enfin vraiment qui ont fait des turbo-écoles de cuisine, trucs comme ça, qui ont fait parfois des concours de cuisine, des concours officiels de cuisine, et qui participe à Top Chef. Et du coup, souvent, le gagnant de Top Chef est arrivé, symboliquement, en termes du business de la gastronomie, à un niveau probablement comparable, voire même supérieur à celui d'autres concours classiques. À part le concours, je pense, de meilleur ouvrier de France, qui lui, je pense que ça reste le truc vraiment de l'élite, etc., etc. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de Top Chef qui rêvent d'être meilleur ouvrier de France, moi là, je rêve d'être chef, etc., etc. Philippe Etchebest qui représente souvent les meilleurs ouvriers de France, mais dans Top Chef, il y a une épreuve basée sur une épreuve du concours des meilleurs ouvriers de France. Bref. Donc, t'as vraiment ce truc-là dans Top Chef qui est assez fascinant, c'est que si tu compares Top Chef France aux versions à l'américaine, c'est probablement l'anomalie dans le monde de la télé-réalité qui a fait de la promesse qui est à la base de la télé-réalité. La promesse de la télé-réalité, c'est on va vous montrer l'authenticité, la vérité, etc. Évidemment, c'est que du mensonge, évidemment, c'est que de la télé, évidemment, c'est scripté, etc. Mais presque, on peut avoir l'impression que Top Chef est la seule télé-réalité qui montre ce qu'elle promet, c'est-à-dire un vrai concours, jugé honnêtement, et duquel en sort véritablement une élite. Alors évidemment, je sais que les gens ils sont en mode PTDR, etc. Oui, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'en termes de marketing, c'est montré. C'est comme ça que dans le monde de la gastronomie, on voit que typiquement, il y a un cliché, c'est que depuis je sais pas combien de saisons, le gagnant de Top Chef, dans l'année qui suit, gagne sa première étoile Michelin, son premier macaron Michelin. Alors mais évidemment, ça pose la question de tout le système des étoiles Michelin, parce qu'il y avait une enquête qui était sortie récemment là-dessus, où en fait t'as plein de restaurants qui sont jamais testés par le guide Michelin. Parfois le guide Michelin va aller tester des restaurants, probablement spécifiquement parce que les gens sont sortis de Top Chef. Et du coup, comme en réalité, peut-être que le niveau gastronomique est beaucoup plus élevé, en fait, en moyenne, mais que du coup, le gatekeeping d'avoir ou pas une étoile Michelin, etc., un macaron Michelin, est réservé qu'à une petite élite, du coup, le choix de qui est-ce que les inspecteurs du guide Michelin vont aller inspecter va aussi être très, très parlant. Donc, je pense que le truc de le gagnant de Top Chef ou les gens qui sortent de Top Chef dans la foulée, généralement, quand ils ouvrent leur resto, ils ont leur étoile Michelin. Je pense que c'est aussi l'exposition médiatique qui fait que le guide Michelin va s'intéresser et va aller inspecter leur truc. Parenthèse fermée. Mais du coup, voilà, ça crée un petit peu cette nouvelle élite culinaire de plein de chefs qui deviennent des chefs très, très médiatiques. Même, il y a des gens, je sais que par exemple, Pierre Sang, il est étoilé. Il a aussi lancé sa chaîne de restauration rapide où tu peux te faire livrer sur des Deliveroo. T'as des endroits pour prendre ta petite box un peu à la coréenne, etc. chez Pierre Sang, etc. Donc voilà, Top Chef aujourd'hui aussi a un partenariat avec Deliveroo, etc. Donc bref, il y a un peu ce truc intéressant, c'est que Top Chef arrive comme un peu cette anomalie. Forcément, évidemment que dans le pays de la gastronomie, où t'as des chefs qui sont des grands chefs, étoilés, très respectés dans leur domaine, des meilleurs ouvriers de France qui vont juger des gens. Forcément, les meilleurs ouvriers de France, t'es en mode bon ok, c'est un peu plus un concours national, cadré, etc. Tu te dis vas-y, ok d'accord. En vrai, ce qu'ils disent, c'est pas de la gnognotte, et si le meilleur ouvrier de France, il dit waouh, c'est incroyable ce que tu fais, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font, tu vois. Genre, tu sais, t'as une espèce de validation par les pairs et par des pairs qui sont déjà reconnus outre la télé, qui viennent valider du coup les participants de Top Chef et qui donnent un peu l'impression de Top Chef comme émission de l'élite et comme un petit peu le renouveau de la gastronomie, une gastronomie qui se fait à la télé, mais une télé-réalité qui se fait correctement, c'est-à-dire à la française, en promeuvant le bon goût culinaire et en promeuvant justement la curiosité culinaire. Meuf, ultra technique et pas du tout créatif. Oui, non mais meilleur ouvrier de France, c'est vraiment en mode, c'est ultra technique, oui bien sûr, c'est en mode tu vas faire l'omelette parfaite, l'omelette palace, etc. C'est en mode, est-ce que tu maîtrises sur le bout des ongles la technique et la technicité de la cuisine. Bien évidemment que c'est pas parce que t'es meilleur ouvrier de France que tu vas avoir une cuisine créative ou même particulièrement intéressante en termes d'association de goût, tu vois.
Donc après avoir chanté les louanges de Top Chef, je suis assez curieux du coup de voir ce complément d'enquête qui va un petit peu plus, je pense, écorner du coup cette image. Donc enquête sur les nouvelles stars de la cuisine qui va, je pense, plus se concentrer aussi sur la side business. Bof égale bof. Ah oui, alors non, évidemment, je pense aussi que le complément d'enquête va en parler. Monde de la cuisine, ultra violent, ultra militaire. On appelle ça des brigades, quoi, s'il te plaît. On s'appelle chef. Chef, oui, chef. Donc bon. C'est un monde très 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 masculiniste, très violent, donc bien sûr. Là on parle pas non plus de n'importe quel monde. Et parfois je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans les premières saisons de Top Chef, ça se voyait énormément. À un moment, on regardait une vieille saison de Top Chef et t'avais un des candidats qui appelait une des autres candidates genre ma puce ou un truc comme ça, genre vraiment un surnom, genre bref. Ils se permettent plus trop de faire ça, même si t'as encore certaines saisons où t'as des participants un peu bon. Entre temps, la télé a appris que MeToo était passé par là et qu'il fallait arrêter de dire ma puce aux femmes autour de toi. Donc bon, il y a un truc où dans l'image, il y a une espèce de lissage de cette image, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, bon, tu vois un petit peu la barrière genrée qui existe encore dans le monde de la cuisine et les préjugés. Là, on est encore une fois, on est dans la saison 11, c'était il y a pas si longtemps que ça. T'as un chef qui est gay et il dit ah là là, souvent on dit que ma cuisine est très féminine, etc. T'es en mode mais en fait oui, ok, autant dire que c'est cuisiné par un genre c'est en mode en quoi une cuisine est féminine. Bref. Allons-y, lançons ce truc et on va en parler. Bienvenue dans l'univers feutré de la haute gastronomie. Mais ça va pas! Attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, vous m'excusez là. Mais c'est moi qu'il faut excuser! Oui, parce que Cauchemar en cuisine. Après, bon, évidemment, ça, c'est pas de la haute gastronomie, etc. Mais oui, ce qui est fascinant, c'est Cauchemar en cuisine, Cauchemar à l'hôtel. C'est le modèle Gordon Ramsay, donc, qui est britannique, qui a fait exactement ça. En fait, c'est le truc de je rentre quelque part, j'engueule les gens, je leur dis qu'ils se sont mal tenus, et puis après, je leur apprends le pouvoir de l'amour et du management, et après, tout roule et le restaurant, il survit, quoi. Et spoiler alert, les restaurants ne survivent généralement pas à Cauchemar en cuisine. Maintenant, il commence à faire des émissions un peu autocritiques, en mode, il retourne voir des gens de restaurants d'anciennes saisons de Cauchemar en cuisine, en mode le restaurant a disparu, mais elle a retrouvé un travail en restauration et ça reste sa passion. Ou alors le restaurant tient toujours, mais c'est la preuve que c'est difficile de tenir, etc. Bref, voilà, le restaurant a été racheté. Donc bon. Mais Cauchemar en cuisine, incroyable. Et en plus, souvent, qui est intéressant dans le Cauchemar en cuisine, c'est que c'est vraiment une émission accidentellement de gauche. C'est que t'as vraiment Philippe Etchebest, le patriarche mascu entrepreneur, qui pense venir faire la leçon à des gens qui prennent la cuisine par-dessus la jambe et qui ne sont pas sérieux dans l'entrepreneuriat culinaire, etc. Donc des gens généralement, du coup, qui ont un resto qui marche pas, qui fait de la merde, etc., qui sont en faillite, etc. Et en fait, tu te rends compte que généralement, c'est que le patron est un con qui manage ses équipes comme une brêle, qu'en fait, c'est toujours la faute du patron. En fait, du coup, Philippe Etchebest rend justice un petit peu au public en engueulant un patron. Alors évidemment, à chaque fois, les conclusions, elles sont toujours ultra libérales, de oui, alors du coup, on va te refaire la déco de ton restaurant, on va t'apprendre une ou deux recettes, et puis hop, vas-y, et puis on va t'apprendre qu'en fait, il faut parler gentiment à ton commis, parce qu'en fait, il a de l'expérience et du savoir-faire, tu sais. Ton cuisinier, il sait faire les choses, donc en fait, voilà. Donc il y a soit ça, soit il engueule le patron, et en fait, c'est systématiquement la faute du patron, c'est jamais les employés qui bossent pas assez bien, c'est ça qui est fascinant. Ou alors, c'est un restaurant familial et alors c'est un problème de famille et qu'en fait vous comprenez en fait notre couple il marche plus et du coup et bon là c'est un petit peu plus individuel, etc. Mais généralement les meilleurs cauchemars en cuisine c'est quand c'est la faute du patron parce que tu te sens forcément un peu représenté quand tu vois Philippe Etchebest qui engueule un patron, tu vois. Bref, une fois sur deux le salarié tient le resto. Oui, une fois sur deux c'est les salariés qui tiennent le resto à bout de bras et le patron qui a une immense merde. C'est fascinant, je trouve. Bref. Bon, moi c'est vraiment la télé-réalité que j'adore. Avec la nouvelle génération biberonnée à Top Chef, est-ce la fin du cauchemar en cuisine? Complément d'enquête sur les chefs cuistots 2.0, leurs talents culinaires, leurs contrats astronomiques et leurs pratiques parfois violentes. Oui, parce que les contrats astronomiques, ça fait bizarre de se dire qu'un chef cuisinier puisse avoir un agent. Tu sais, genre le fait de dire que genre un chef est toi... Enfin, après si j'imagine, on est dans un monde médiatique, tu vois. Mais genre tu sors de Top Chef, t'as pas qu'une option, une possibilité d'avoir un restaurant, t'as aussi une agence marketing de représentation. Et ça, c'est... Tout aussi brillants derrière les fourneaux que sur les réseaux sociaux, ils sont à la fois influenceurs, hommes d'affaires et hommes sandwich pour les plus grandes marques. Est-ce qu'avant on aurait pensé à des cuisiniers pour mettre en avant des marques de vêtements? Je pense pas. Ah oui, ça, typiquement, ça c'était le gagnant ou le deuxième, je sais plus, ça c'était la première saison que j'avais regardé, je crois. Et lui, c'était vraiment genre le mec en mode flamboyant avec son personnage, avec machin, ouais, je fais du rap en même temps, etc. Et lui, notamment, il avait fait un truc parce que dans sa saison, c'est la première saison, il y avait les brigades cachées où en gros, quand tu te fais éliminer, il y a un concours parallèle où c'est un peu en mode tournoi et chaque émission, si tu restes, tu peux rejouer un petit peu le match
match, quoi. C'est un peu plus un peu plus sur des trucs un peu plus techniques comme épreuve. Et du coup, tu peux finalement revenir dans le concours au moment de la demi-finale si t'arrives à sortir vivant du concours parallèle, quoi. Et lui, il était sorti assez tôt du concours principal et il a maxé le concours parallèle. Genre vraiment, il a tout gagné dans le concours parallèle. Il a retrouvé sa place en demi-finale alors qu'il avait été éliminé quasiment dès le début, quoi. Oui, c'est ça, premier épisode, il avait été éliminé. Il a tout win, il a vraiment fait la remontada du siècle. Donc bref, donc forcément, ça fait un personnage de télé fascinant, ça fait un personnage de télé-réalité que les gens adorent suivre. Et du coup, bah, ça fait un influenceur, particulièrement parce qu'il est en mode Latino Gang Papi, je fais du rap à Grenoble, et je suis un petit génie de la technique, un peu ce truc-là de oh là là, il fait de la haute cuisine et pourtant il aime le rap, qui est vraiment le cocktail parfait. Ces nouveaux cuisiniers gèrent-ils leur troupe avec dureté, voire brutalité, comme le faisaient leurs aînés? Oui, et la question de voilà, est-ce que le monde de la cuisine a changé ou alors est-ce que c'est tout aussi violent, quoi. Je veux dire, bon, le mythe de cuisine, il est vénère, quoi. On vous révèle ce soir une nouvelle plainte visant le célèbre chef du Plaza Athénée, Jean Humbert. Jean Humbert qui faisait partie du roster des saisons, parmi les premières saisons. Mais oui, qui est sous agression de fou. Enfin, bref, immense merde. Et vous allez voir que certaines écoles de cuisine ont même dressé des listes noires de prestigieux établissements qu'elles considèrent maltraitants. Thierry Marx, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez obtenu votre première étoile Michelin en 1988. Vous avez ensuite été juré de l'émission Top Chef de 2010 à 2014. Vous êtes aujourd'hui à la tête du syndicat, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Thierry Marx, pareil, en termes de chef médiatique, ça a été un des premiers dans ma vie que j'ai vu, parce que je suis jeune. Et Thierry Marx, c'est la première fois que je vois en mode un chef cuisinier qui est partout à la télé, qui vante une nouvelle. À l'époque, c'était la cuisine moléculaire. Thierry Marx, c'était vraiment le chef rockstar, un peu en mode qui modernise la cuisine et tout. Maintenant, syndicat des restaurateurs, immense défenseur des patrons, etc. Voilà, c'est que tout son truc un petit peu marketing sur la cuisine moléculaire l'a aussi amené à avoir une place de choix pour représenter les restaurateurs patrons et défendre leurs intérêts contre leurs salariés aussi, quoi. Tout sous l'angle de défense de la gastronomie et du patrimoine, etc. Oui, oui, c'est ça. Thierry Marx qui avait défendu l'ouverture le 1er mai des... Récemment, il y avait la proposition de loi pour ouvrir les trucs le 1er mai et tout. Notamment les boulangeries, mais pas que. Et Thierry Marx il était en mode, si, c'est hyper important, le 1er mai. Ils sont ouverts le 1er mai, mais ils refusent... Oui, en fait, c'est surtout ça. On en avait parlé avec Raz, c'est que le bail d'ouverture le 1er mai... Enfin, il y a des endroits où tu peux ouvrir le 1er mai, juste... tu payes tes salariés plus cher. Enfin, si c'est censé être un jour chômé, etc., t'es censé rattraper. Et encore une fois, bon, il y a la question aussi de est-ce que tu peux rattraper et tout, mais juste aussi, ils veulent pas payer plus cher. Parce qu'ils savent que le 1er mai, c'est potentiellement un jour où les gens voudront sortir, voudront se faire plaisir parce que c'est un jour chômé pour les autres. Et du coup, ils vont faire du chiffre. Ils savent que ça fait de la marge, que c'est c'est un jour où ils font beaucoup de couverts quand ils ouvrent. Et du coup, ils sont en mode, je veux récupérer cette marge, je veux pas payer mes salariés avec. Bref. Allons-y. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Pourtant, c'est devenu un rendez-vous incontournable de la haute gastronomie. Parmi les invités ce jour-là au ministère des Affaires étrangères, les plus grands chefs étoilés. Oui, parce que n'oublions pas, là on a parlé des enjeux de travail, on a parlé des enjeux d'exploitation, on a parlé des enjeux même de goût culinaire, de décoration, notamment on a parlé du Michelin et des problèmes vis-à-vis du Michelin. Et dites-vous, voilà, un truc que je voulais vous dire, c'est que Top Chef est arrivé à un tel niveau de prestige vis-à-vis de la gastronomie que la saison dernière, il y avait régulièrement des épreuves Michelin où c'était des jurés du guide Michelin. Ça avait commencé à la saison 10, je crois, c'était la saison anniversaire, où tu avais toutes les 2 semaines les inspecteurs du guide Michelin qui jugeait des épreuves, etc. Et à la fin, tu pouvais gagner un petit truc. Et si t'avais 2 petits macarons, t'avais ta place directement en finale. Et ils vendaient ça comme la possibilité de, si tu gagnes Top Chef, de remporter une étoile. Bon, au final, ils ont dû un petit peu rétro-pédaler là-dessus parce qu'ils peuvent pas promettre une étoile gratos comme ça. Une étoile, tu la donnes à un restaurant, tu la donnes pas à un chef. Les chefs aussi, on dit souvent, c'est un chef étoilé. C'est le restaurant qui est étoilé, c'est pas le chef. Mais les chefs s'attribuent aussi beaucoup d'étoiles. Bref, c'est devenu un truc personnel au lieu d'être un truc collectif. Bref. Mais du coup, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas promettre une étoile. Donc à la fin, le gagnant n'a pas gagné d'étoile au guide Michelin parce que en fait oui, tu peux pas gagner d'étoile si t'as pas de restaurant. Mais du coup, ça a fait tout un imbroglio et ça a beaucoup poussé les gens à s'interroger sur le guide Michelin et sur la façon dont les étoiles sont décernées. Bon, le truc dont je voulais parler tout à l'heure. Mais quand même, c'est un truc quand même de fou que la prestigieuse représentation du guide Michelin soit allée jusqu'à dans Top Chef, donc dans une télé-réalité. A priori, c'est bizarre. Bref. En quelques instants, ils connaîtront le classement établi par la liste des 1000 meilleurs restaurants du monde. En compétition, Georges Blanc, 156 000 abonnés sur Instagram.
guide Michelin se fait doucement détrôner par d'autres, ne serait-ce que par les retours du très très bon et autres fooding. Oui, maintenant de plus en plus quand tu vas dans des restos, moi je regarde beaucoup quand on cherche des restos avec Raz, on regarde beaucoup sur l'application Michelin. Et souvent quand tu vas dans un restaurant qui est un peu recommandé dans l'application Michelin sans pour autant être étoilé, t'as aussi à l'entrée, t'as la recommandation Michelin à l'entrée, mais t'as aussi la recommandation fooding, etc. Et Gotemio, qui est en vrai, j'ai l'impression que Gotemio en termes de prestige c'est plus équivalent à Michelin, etc. Mais oui, t'as de plus en plus de mise en concurrence aussi des modes de reconnaissance et d'attribution des prestiges. Parce qu'à la base, le guide Michelin, c'est quoi? Le guide Michelin, guide du routard, c'est quoi? C'est Michelin, ça vend des pneus. Et du coup, si on va vous faire visiter la France, comme ça, vous allez nous acheter des pneus. Et du coup, progressivement, c'est devenu un truc de distinction de la bonne cuisine, etc. Mais c'est à la base, genre, vas-y, on te recommande de te reposer à cette auberge. Comme ça, tu fais plein de kilomètres et tu fais des détours et tu vas nous acheter des pneus, quoi. À la base, le guide Michelin, c'était un petit peu un à côté. Et du coup, c'est devenu son truc progressivement à part entière. Bref, c'est hyper intéressant. Guy Savoy, près d'1 demi-million. Et Jean-François Piège, plus de 600 000. Ah oui, Jean-François Piège qui pendant longtemps a été jury dans Top Chef notamment. Cela peut paraître surprenant, mais pour les départager, personne n'a goûté à leur plat. Le jury est un algorithme. Ça veut dire que tu as une très grosse formation et une grosse technique quand même, les étoiles. Mais est-ce que tu es un bon créatif? Souvent non. Les no one sont souvent plus créatifs, genre Adrien Cachot qui a le fou du bus en cuisine. Oui, c'est vrai que tu as vraiment des gens qui sont en mode fou du bus. Après, en vrai, je sais que maintenant dans le guide Michelin, ils essayent d'avoir des catégories un peu équivalentes entre cuisine créative, cuisine traditionnelle, cuisine internationale, etc. Tu vois qu'ils essayent un petit peu de te donner un petit peu tous les panels. Mais c'est vrai qu'en vrai de vrai, t'as plein de restos qui sont pas étoilés, parfois qui sont recommandés, mais qui sont pas étoilés, et où t'as des trucs, t'es en mode mais what the fuck, qu'est-ce que je bouffe, quoi. Bref. La communication, elle est indispensable aujourd'hui pour un chef étoilé. Elle est beaucoup mieux en fait. On peut très bien vivre sans communication, mais on vit mieux avec quand même. Est-ce qu'aujourd'hui la communication a pris le pas sur la cuisine? Oh, pas du tout. Le seul métier qui est le nôtre, c'est cuisinier. Après, on fait savoir qu'on cuisine, c'est tout. Mais est-ce qu'ils cuisinent encore? En fait, moi, à chaque fois, quand je regarde Top Chef, tu sais, je regarde juste Top Chef. Je vois les gens qui sont invités, notamment les jurys de Top Chef. Je suis en mode, du coup, tout le temps où ils filment le truc, ils cuisinent pas. Ils ont encore d'autres trucs à gérer, ils ont des boîtes, etc. Ils cuisinent plus, en fait, ces gens-là. Genre, c'est des patrons qui possèdent des restos dans lesquels ils font travailler d'autres gens. Mais ils cuisinent des gens encore ou pas? Un petit nouveau est élu talent de l'année. Danny Kézard, ancien finaliste de l'émission Top Chef. Une étoile Michelin et 1 200 000 fans. Il est jeune, il est créatif, il est super médiatique. Il est super médiatique. Et ça, ils se sont dit, on va faire la nouvelle génération de chefs, un peu nanana. Alors qu'en plus, le mec, genre, ok, il a un background un peu en mode, je viens de la street et tout. Mais genre, le mec, il a suivi sa formation en mode école de cuisine, palace, etc. Tu sais, t'as un truc genre, en vrai de vrai, il aurait pas son truc, il aurait pas ses braids et son côté rap reggaeton. Ce serait un jeune cuisinier prodige comme les autres qui font le tour des palaces et qui font Top Chef, tu vois. Oui, il a bossé en Suisse dans un turbo palace, etc. Ils ont tous fait les mêmes écoles privées. Alors, il y en a pas mal qui n'ont pas fait d'école. Je trouve que c'est souvent les profils assez intéressants, souvent dans Top Chef. Mais genre, oui, il a juste suivi la voie royale, quoi. Mais c'est juste que comme il est médiatique, c'est le truc en plus de quand même, il a fait une belle remontada dans Top Chef. Et si désormais, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux pesait plus que les étoiles Michelin? Il a pas gagné son année, c'est toujours Normie qui gagne. Oui, il a pas gagné. Et aussi, je pense que c'était un petit peu bizarre de faire gagner celui qui avait été éliminé, etc. Je pense qu'il y a aussi un peu un côté un peu politique. Mais c'est comme dans toutes les téléréalités. Plus tu t'approches de la dernière épreuve, plus les jugements sont biaisés. Je pense notamment dans ce fameux concours parallèle où c'est pas jugé à l'aveugle. Voilà, mais même quand c'est jugé à l'aveugle, tu peux très bien avoir des infos quand même. Bref. Ces nouveaux visages de la gastronomie sont des as de la communication. Moi, je trouve le côté communication, ah là là, ces chefs, ils font de la communication. T'es un peu en mode, oui, bienvenue au 21e siècle aussi. Tu vois, genre, il y a un peu un truc de, bon, oui, ok, d'accord, merci. Mais genre, oui, on est à l'époque de Instagram, des contenus cuisine, ça cartonne sur Instagram, les gens cherchent des inspirations, t'as ce qu'on est. Oui, c'est oui, bien sûr qu'ils font de la communication. Genre, je trouve que un peu, commencer par ça, ok, d'accord, oui, ça peut paraître bizarre, des chefs cuisiniers qui ont des suivis sur TikTok, etc., ou sur Insta. Mais bon, pas plus qu'autre chose, quoi. 3 millions de vues en 24 heures, c'est fou. Masterchef, Top Chef, beaucoup de ces jeunes talents sont révélés par des émissions de télévision. Ah non, Masterchef, c'est amateur. Attention, alors je sais pas, moi je suis beaucoup moins les trucs Masterchef. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Je regardais Masterchef il y a très longtemps à l'époque, genre en 2010, un truc comme ça. C'est vrai que je remate Masterchef pour voir comment c'est, mais c'est vraiment Top Chef, c'est vraiment le truc des pros, tu vois. Tu sors de Top Chef, t'as ton resto, t'as tes étoiles, etc. À la fois prestigieux et plus accessible qu'un acteur ou un footballeur, les grandes marques s'arrachent leur image. Mais derrière la vitrine, comment se comportent-ils ?
Sont-ils moins rudes que leurs aînés? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, bon, ok, d'accord, on est au 21e siècle, les chefs, ils ont des agents, c'est des patrons comme les autres, ils cuisinent pas, etc. Bon, ça, c'est un truc intéressant, mais pour moi, ça montre que la cuisine en tant que... Est-ce qu'on peut parler d'industrie? Il n'y a pas la centralisation qu'on a quand on imagine l'industrie, tu vois, mais c'est une forme d'industrie, l'industrie culinaire. La cuisine ne fait pas exception par rapport au reste de la marge du capitalisme. Par contre, sur la question de l'évolution du secteur, d'à quel point aussi tout a changé pour que rien ne change, intéressant de voir les façons, vous savez, moi, c'est ce qui est assez fascinant, c'est la façon dont le capitalisme intègre ses propres critiques pour les neutraliser. Notamment, comment l'industrie capitaliste de la haute gastronomie le fait. J'ai une tech là-dessus pour l'avoir connu. Les chefs sont bien moins hardcore qu'avant, mais les salariés full Gen Z, eux, trouvent ça horrible. Vrai sujet en vrai. Oh, ok. En mode genre, le taux de tolérance des salariés a baissé à peu près en même temps que le taux de violence des chefs a baissé. Du coup, on reste sur un même degré de truc, c'est ça? Après, j'ai l'impression que c'est un peu une take vieux con, tu vois. Mais après, ça m'étonnerait pas. Tu vois, genre, je vois aussi comment la peur du bad buzz fait que du coup, tu te caches un peu plus, mais t'as des moyens détournés. Et en vrai, les jeunes de la Gen Z captent comment, par les moyens détournés, tu continues de faire du harcèlement au travail et comment tu dissimules ton harcèlement au travail. Donc en fait, c'est pas tant que le degré de sensibilité a augmenté, le degré de tolérance a baissé. C'est plutôt, je pense, que chaque génération a conscience des modes de coercition de son époque. C'est vrai, les jeunes veulent faire plus de week-ends et coupures, mais ils ont raison. Ah oui, ça en vrai, sur les temps de travail, ça c'est intéressant. J'avais vu un article comme ça qui parlait de ça, qui parlait du fait qu'il y avait de plus en plus de revendications dans les métiers de la restauration d'avoir des jours libres et d'avoir une vie, et qu'on sortait de plus en plus, en tout cas de plus en plus, je sais pas à quel point c'est hégémonique, mais que le discours de vouloir sortir de cette idée sacrificielle autour de la restauration commençait de plus en plus à imprimer, au moins médiatiquement. Nous allons vous raconter une autre facette de Jean Humbert, le plus médiatique d'entre eux. C'est important que les gens sachent que c'est pas juste le Golden Boy qu'on nous a montré. Il va nous appeler pute numéro 1, pute numéro 2, pute numéro 3. Ah oui. Sentiment de toute puissance en cuisine, mais aussi sur les plateaux de tournage. Il me met un coup de tête. Quand je vois de mes propres yeux le mot fracture, c'est vraiment le choc. Sa co-animatrice et ex-compagne Alexandra Rosenfeld nous révèle avoir porté plainte en février dernier. Jean Humbert, pour moi, ça reste l'ancienne... Enfin, à mon échelle... de mon âge, c'est l'ancienne génération. Pour moi, la nouvelle génération, je la place à partir de la saison 10 de Top Chef. Après, ou plutôt même post-MeToo, tu vois. Mais genre, pour moi, Jean Humbert, ça reste un vieux des années 2000, tu vois. Genre, je sais pas. Mais oui, Jean Humbert l'instable qu'on appelle dans le milieu. Bah, tu m'étonnes. Un ami proche se foutait régulièrement sur la tronche avec son patron en cuisine. Il s'est mis à boxer pour cette raison, une dinguerie. Il a fini par jeter l'éponge et changer complètement de carrière à cause des violences en cuisine. Mais ça qui est intéressant, c'est que t'as l'aspect genré des violences, mais aussi la violence de partout, quoi. Dany Kézard a commencé il y a 10 ans. Comme commis au sein du restaurant étoilé Bayview, à 29 ans, c'est lui qui le dirige désormais. On a un menu en 7 temps, avec à peu près une quinzaine d'assiettes. Et après, on a le menu en 10 temps, avec 27 assiettes. On va commencer, Lila. C'est mieux la couleur, bravo. On est tout en complet. Non, mais en plus, c'est un travail de fou parce que les gens, le lore de resto gastronomique, c'est vraiment, t'as plein de plats. Vous savez, il y a tout le temps le cliché de tu vas en resto gastronomique, t'as une grande assiette et quasiment rien dedans. En vrai, tu sors d'un resto gastronomique, genre tu sors d'un menu, je sais pas, en 5, 6, 7 temps, t'es calé, hein. Genre en 7 ans, t'es calé, tu vois. Donc en vrai, c'est un truc de... On sort de ce cliché. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein de micro-trucs à faire dans tous les sens et le nombre de préparations. Oui, c'est calculé pour que... En vrai, c'est vraiment pensé pour que t'aies plus faim à la fin et que t'aies atteint la satiété à la fin, tu vois. Même quand t'as des trucs où c'est en 4 temps, par exemple, ou en 5 temps, tu vois, genre les portions sont un peu plus grosses que quand c'est en 7 temps où c'est plus... Bref, vous avez capté. Mais du coup, ça veut dire qu'au niveau de la cuisine, le nombre de préparations à faire pour tous les trucs différents, avec plein... c'est une folie. Non, franchement, moi, c'est vraiment un truc où c'est quand même... Ça reste fascinant. Finaliste de Top Chef en 2023, sa personnalité crève l'écran dès les premiers épisodes. Une technique culinaire incroyable et un rire inégalable. Avec son rire insupportable, là. Son rire de mouette, là. Ce rire est aujourd'hui devenu sa marque de fabrique. C'est infernal. Moi, c'est vraiment son rire, c'est ce qui me trigger le plus. Oui, c'est vraiment Issou, c'est vraiment le rire Issou, quoi. Genre, ouais, pardon. Ah non, c'est l'enfer. Sur les réseaux sociaux, souvent, il y avait des vidéos de cuisine où c'était des recettes que les gens pouvaient refaire.
Et nous, en fait, on fait totalement l'inverse. C'est des recettes que personne ne peut refaire. C'est un peu magique. Ah, bien sûr. Si c'est un truc que les gens peuvent pas refaire ou qui est un peu technique, etc., ça met l'eau à la bouche, ça donne l'intérêt pour la cuisine, mais en plus, ça te fait comprendre que, si tu veux manger ça, faut aller dans son restaurant. C'est le truc de pub parfait, bien sûr. Et est-ce que vous diriez que vous êtes chef influenceur? Pour moi, non. Influenceur, c'est un autre métier. Nous, on se lève le matin, on a des restaurants à faire tourner, des équipes, des créations. Le chef s'affiche aux côtés des plus grandes célébrités, comme le rappeur Gims. Oui, un influenceur. En fait, les influenceurs, ils font la pub pour d'autres gens. Lui, du coup, il fait un peu la pub pour d'autres gens, mais il fait surtout la pub pour lui-même. C'est assez... Il est en fait entre l'influence et le marketing de soi. Les influenceurs font du marketing de soi, mais lui, il fait vraiment le marketing de son resto, mais aussi de sa profession. Donc, ça dépasse juste je fais ma pub, mais ça rentre pas totalement dans le full métier influenceur non plus, tu vois. Enfin, c'est un peu... Mais parce qu'en même temps, c'est Internet, c'est compliqué de tout qualifier en mettant dans des cases, quoi. Et ouais, c'est le personal branding. Il y a un peu ce mépris de moi, j'ai un vrai... Oui, c'est ça, c'est un peu... Ah non, moi, je suis pas un influenceur, moi, j'ai un vrai métier. Je fais tourner des cuisines, je suis un homme capable. Il y a aussi... Ouais, bien sûr. Il a une bonne tête, non? Un clip d'1 minute qui aura demandé près de 7 heures de travail à Dany Kézard. Et c'est ça aussi. C'est que forcément, ce genre de format court, faut pas croire, genre ça coûte, c'est ultra long à préparer, genre c'est vraiment un vrai bail. Et donc t'es en mode, forcément, quand tu vois ces chefs-là qui font du contenu qui prend des heures à préparer et à produire, etc., forcément t'es un peu obligé de dire, du coup, pendant que tu fais tes vidéos Insta, t'es pas en cuisine. Donc forcément, voilà quoi. Son succès attire aussi les investisseurs. Surtout que moi, vraiment, avis très perso, les vidéos de Dany Kézard, moi, genre... Je préfère 100 fois les TikTok de Philippe Etchebest qui t'expliquent comment faire une bonne omelette. Parce que tu sais, t'as un peu ce truc-là de c'est joli à voir, t'as le personal branding du chef, t'as le truc un peu... Mais en même temps, tu te dis je peux le refaire et tu peux te taper une barre et te dire vas-y, je vais faire une omelette à la Philippe Etchebest. Tu vois, genre tu sais, il y a un truc de à partir du moment où ça atteint un certain degré d'inaccessible, moi je drop, ça m'intéresse plus quoi. En octobre dernier, il ouvre sa première enseigne de restauration rapide avec ses associés. Je sais plus qui a dit ça dans le chat, mais ça c'est vraiment le truc qui fait la maille parce qu'un resto gastronomique, c'est ultra cher, mais en termes de rentabilité, faut vraiment être un turbo palace pour être hyper rentable. En vrai de vrai, la restauration, c'est pas non plus, surtout quand t'as des produits de fou, etc. Et en vrai de vrai, du coup, ce genre de chefs, ils font leur rentabilité sur la restauration rapide, sur la bistronomie, etc., quoi. Donc c'est vraiment, et en plus, ça maille sur Deliveroo, ça fait des bref. En plus de ses restaurants, Dany Kézard monnaie son image auprès des marques. Pour le partenariat avec Il gère seul ses partenariats, aidé de Swan, son assistant personnel. C'est pas Etchebest qui avait lancé Bistro Régent. Si, mais même le présentateur de Top Chef, il est associé dans une chaîne de bistronomie. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez la douille qu'ils avaient fait après la saison précédente de Top Chef? Ça faisait partie un peu des scandales. Donc c'était la fameuse saison Michelin. Il y avait un truc en mode, le gagnant de Top Chef va ouvrir son resto éphémère sur une péniche à Agnières, je crois, un truc comme ça. Et du coup, forcément, avec Raz, on était en mode, vas-y, on va essayer de réserver. Et en fait, quand tu réservais, à chaque fois, ça te disait que le bail de la péniche, c'était pas dispo. Mais par contre, ça te renvoyait sur le bistrot, sur un truc de bistronomie à la con, ou en fait, qui est possédé par Rothenberg, donc par le présentateur de Top Chef. Et donc, en fait, ils font tourner leur bistrot en te faisant croire que tu vas aller sur la péniche. T'as des gens, ils sont en mode. Et même j'avais vu des avis sur Google qui étaient en mode, on croyait que c'était la péniche, et en fait, c'était un bistrot, c'était pas ouf, etc. Et sur vraiment, mais le scam de fou, quoi. La bistronomie, c'est quoi? En gros, la bistronomie, c'est de la cuisine de bistrot, mais version un peu plus élevée, donc version un peu plus gastronomique entre guillemets, mais c'est pas non plus du resto gastronomique. Donc ça reste un format de bistrot, mais un peu plus quoi. Donc c'est ça la bistronomie, c'est de la gastronomie mais un peu plus accessible et qui rapporte plus de thunes. Après il y a des trucs de bistronomie qui sont bien, mais ça devient très vite un peu slop quoi. Ça devient très vite un peu en mode, t'as beaucoup de trucs qui s'ouvrent en mode bistronomie et c'est honnêtement de la grosse merde. C'est honnêtement un truc où on essaie de te vendre un petit peu l'idée que tu vas dans un bistrot plus, mais bon en réalité les plats sont pas non plus ouf, tu vois. Genre, la bouffe d'un bistrot au prix d'un gastro quoi. Ouais, oui et non, mais ouais. En fait, globalement, en France, le milieu de la gastronomie, c'est comme celui du cinéma, c'est énormément de fric, beaucoup de guerres d'influence entre égos et globalement un public captif de tendance et d'éléments de langage. Ouais, c'est ça. Et Top Chef est le faiseur de goût de toute cette industrie-là. Donc c'est vraiment ce qui va cristalliser. Et c'est pour ça que Top Chef est devenu ce truc un petit peu d'élite par rapport au reste de ce que tu peux imaginer d'une télé-réalité de cuisine. Parce que c'est devenu aussi le trendsetter pour un nouveau public qui va pouvoir dépenser sa thune dans la bistronomie, dans la gastronomie. C'est devenu vraiment l'endroit où les tendances se font et où les goûts sont construits. Le TGV Lyria, le joaillier Bulgarie, l'enseigne de sushi Pokawa et même les cinémas Gaumont Pâté. Est-ce qu'avant on aurait pensé à des cuisiniers pour mettre en avant des marques de vêtements? Je pense pas. Et je pense que c'est grâce aux émissions de télé. Oui, ce n'est pas du tout un influenceur. Il fait des pubs, etc. C'est pas un influenceur.
Ne inquiétez pas. Il rend un peu zinzin. En fait, c'est ça. Moi, le truc, c'est que le problème, c'est que oui, c'est devenu une égérie, c'est devenu une image de marque. Moi, c'est un peu ce qui est aussi un peu le truc quand avec Raz, on cherche des restos, tu vois. En vrai, parfois, on est en mode vas-y, faudrait qu'on teste le resto de ce gars de Top Chef, etc. Parce que généralement, c'est des gars, on va pas se mentir. Mais en même temps, les trucs où on est vraiment surpris, c'est les trucs plus anonymes, tu vois. Genre, en vrai de vrai, parfois, on regarde les cartes de certains trucs en mode estampillé Top Chef. Déjà, les prix, au secours, tu vois qu'il y a un agent à payer derrière. Et en plus de ça, t'es un peu en mode, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Genre, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire scam? Et en vrai de vrai, ce qui est cool, c'est que l'effet Top Chef qui fait que on met de notre thune dans la gastronomie marche en termes de ruissellement pour le reste de l'industrie, quoi, entre guillemets. Mais par contre, on se retrouve à finalement assez peu aller pourchasser les restos un peu estampillés Top Chef parce que c'est la curiosité que nous donne Top Chef, c'est aussi d'aller chercher ailleurs, quoi. Bref. Oui, et en vrai, il y a plein de restos de quartier qui essaient de se la donner en cuisine, etc. Et ça sert à rien de pourchasser les étoilés en mode il y a que là que tu vas avoir de la bonne cuisine. En vrai, t'as plein de restos un peu de quartier, un peu plus confidentiels, etc. où ils font des trucs de fou. Donc en vrai, soyez curieux en règle générale, quoi. Et par exemple, combien ça coûte si on veut collaborer avec vous? Ça serait faux de vous dire un montant parce que des fois c'est zéro et des fois c'est beaucoup d'argent. Donc zéro. C'est de zéro à... Des fois, c'est zéro. Ouais, c'est zéro, mais parce que l'avantage, il est ailleurs. On sait très bien. Tu es influenceur, en fait. Combien, on va dire? 0 à 1 milliard. Selon nos informations, pour cette unique vidéo, la marque de meubles Roche-Beaubois a versé environ 40 000 € à Dany Kézard. D'après un professionnel du secteur, pour Hugo Boss, c'est à peu près le même tarif pour une vidéo avec un chef aussi connu. J'apprécie vraiment pas la personne. Moi, j'avoue, il me saoule. J'avoue, franchement, c'est... En fait, moi, le truc, c'est que comme le marketing un peu Top Chef, le côté un peu genre l'artisanat, la cuisine, machin truc, ça me fait plus apprécier les chefs qui sont pas médiatiques, qui sont un peu plus humbles. Et du coup, ce genre de truc un peu flamboyant. Mais je pense aussi qu'en vrai de vrai, ça crée des tensions dans le monde de la gastronomie. Ce truc de toute la nouvelle génération, le côté marque. Je pense que c'est pour ça aussi que le complément d'enquête s'arrête beaucoup sur le côté image de marque et influenceur. C'est que je pense que ça va à l'encontre déjà d'un ethos bourgeois. Parce qu'on va pas se mentir. Quand Dany Kézard, le prolo qui fait Top Chef, qui devient turbo patron de plein de restos avec son truc de fast-food, avec ses partenariats de marque, etc. Oui, ça doit faire grincer des dents les bourgeois qui ont le seum que la gastronomie se mainstreamise et de voir des gens qui ne sont pas de leur classe sociale qui commencent à fréquenter le resto en même temps qu'eux, tu vois. Donc bon, bien sûr qu'il y a évidemment un réflexe bourgeois de berk, la plèbe rentre dans la gastronomie, ça baisse le niveau, mais t'as aussi un peu une réalité de quand tu vois un mec comme ça où c'est que de la gueule, que de la marque, j'imagine la thune lui permet d'avoir des bons produits et des bons commis, mais en fait c'est pas vers ça que j'ai particulièrement envie de me tourner, quoi. C'est vraiment un conseil prime pour apprendre à chasser les bonnes adresses. Lisez à propos de l'histoire de la cuisine et de l'alimentation, terroir, recettes, lien avec le milieu agricole, tradition, avec un œil d'historien, entraînez votre palais et surtout gardez un truc à l'esprit, l'industrie essaie de planter ses griffes partout, de manière un peu cliché, l'authenticité vous la trouverez probablement dans les endroits cachés qui sortent des codes bourgeois. Exact, ouais, totalement, et qui sont déjà pas dans les goûts justement de ces bourgeois. Justement, fuyez les goûts bourgeois, mais sans pour autant rentrer dans le truc, du coup, si c'est pas bourgeois, c'est dans le mainstream. Non. Croyez pas les bourgeois dans une culture gastronomique. Oui, c'est atroce. Genre, moi, avec Raz, les premières fois qu'on allait en resto gastronomique, nous, on était en mode, waouh, on goûtait tout, on était émerveillés, on était sûr, même auprès des serveurs, on était en mode, oui, pardon, monsieur, on voulait pas déranger, tu vois, vraiment ce truc-là de on découvre, on est trop heureux, et genre, ça, je pense que ça devait se voir sur nos visages, et d'ailleurs, les serveurs étaient trop heureux de venir à notre table aussi. Je crois que ça devait leur faire plaisir d'avoir des gens qui étaient vraiment contents d'être là, quoi. Et t'avais aux tables d'à côté, alors t'as tous les archétypes. T'as le vieux avec son escorte, où tu regardes l'escorte, t'es en mode get the bag girl, mais le mec a l'air atroce. T'avais les vieux bourges qui s'en battent les couilles, qui vraiment genre ne regardent même pas ce qu'ils bouffent. Genre, tu sais, parfois, genre vraiment, ils sont vraiment en mode. Tu vois dans leur truc de je ne suis plus impressionné par tout ça, et limite, genre, qui parlent mal aux serveurs, etc. T'es en mode, mais genre, je suis horrifié. Ou alors, pire, t'as les bourges, plein de thunes, qui se plaignent qu'ils aiment pas ce qu'ils bouffent. Et qui sont en mode, oh là là, non, moi, j'aime pas trop ça, qui font la fine bouche. T'es en mode, mais tu sais où t'es là? Et ça, vraiment, c'est un truc, c'est. Franchement, la clientèle. Souvent la clientèle t'a peur. Dans un restaurant un peu stylé, j'ai posé une question au serveur, il m'a répondu suivez-moi, demandez à la chef, et je me suis retrouvé en cuisine pour discuter de comment on fait ça. Mais en vrai de vrai, Eisenberg knows, t'as vraiment des restos, et je vais finir là-dessus, où genre les gens sont vraiment hyper contents que tu sois curieux, et parfois genre ouais, genre ils vont te dire ah mais putain si t'attendais, genre dis-toi que t'es probablement la seule personne à avoir posé une question aussi sincère en mode sur le process de travail, et du coup en vrai c'est flatteur aussi, tu vois. Tous les chefs ne sont pas aussi doués en communication que Dany Kézard. Alors pour séduire les marques, certains cuisiniers font appel à des agents, comme les stars de cinéma.
Hélène Luzin est l'une des premières à s'être lancée dans le business il y a 14 ans. Dans son portefeuille, une majorité de chefs à l'ancienne. Hélène Luzin ne travaille pas avec la génération Top Chef. Ce jour-là, Hélène Luzin a rendez-vous avec l'un de ses plus anciens clients en Bourgogne, un 3 étoiles Michelin. À l'aise derrière les fourneaux, Éric Prat, 54 ans, l'est un peu moins, devant la caméra. Son agent est venu le coacher pour enregistrer des vidéos pour une marque de caviar. Donc moi, avant. Ils font les choses de manière élégante. C'est marrant d'avoir suivi cette agente-là, parce que t'as un peu le truc, ok, les jeunes chefs, Top Chef, ils ont été biberonnés aux réseaux sociaux, à la télé, etc. Ils savent, tu vois. Genre, tu sais, t'apprends, en vrai de vrai, notre génération apprend à se mettre en scène et à faire son propre marketing. Pas tout le monde, mais c'est un peu un savoir-faire qui circule dans notre génération davantage. Moi, ce que je trouve marrant, c'est les vieux chefs qui ont jamais fait ça, qui se retrouvent à faire un truc. Alors bonjour, je fais une marque pour un caviar et je suis pas à l'aise. Je trouve que c'est un peu, enfin, pas mignon, parce que bon, mais oui, j'ai l'impression que c'est un peu le truc de, on va aussi, ça va se voir que t'es vieux, mais du coup le prestige va venir avec le fait que t'es vieux, tu vois, en mode je suis là depuis longtemps, donc je suis un vrai cuisinier qui connaît son truc, tu vois. Cette vidéo sera publiée sur le compte Instagram de la marque et celui du chef. Caviari figure également sur la carte du restaurant étoilé. C'est quoi l'accord financier entre vous? On n'a pas d'accord financier, mais en contrepartie, et les chefs le savent, on fait beaucoup de dotations produits, on les accompagne aussi dans des événements. Oui, c'est en mode tu fais notre pub et en échange, on te file du caviar et sur des événements, on va te donner des stocks. Et en vrai, à la fois, ça permet de diffuser la marque, les gens vont voir Caviari sur le truc et du coup, les bourges qui veulent s'acheter du caviar pour fêter un truc, etc., bah, ils vont se dire, ah bah tiens, Caviari, c'était dans ce resto ultra prestigieux, vas-y, on va prendre le caviar prestigieux du truc, quoi. Bon, voilà, quoi. On file un carton tous les 3 mois, on vous connaît par cœur. Oui, c'est ça, c'est en mode, on vous filez quelques cartons, mais bon, pour le reste, vous devrez nous payer, quoi. En 2025, le guide Michelin prend une décision qui va secouer le milieu gastronomique. Il envisage d'offrir une étoile aux gagnants de Top Chef. Ah oui, voilà, ça c'est le truc dont je vous avais parlé. Ça avait été le scandale de Michelin offre une étoile aux gagnants de Top Chef. T'es en mode, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cuisine. Enfin voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Bref, ça c'est vraiment le gros scandale et je trouve le truc qu'ils ont le moins bien géré avec leur saison Michelin parce qu'en vrai, ils auraient fait en mode, c'est les juges Michelin qui vous jugent et ça montre que vous êtes vraiment l'élite, etc. et que vous pouvez prétendre à une étoile, etc. Mais le fait de rajouter en plus, on vous promet éventuellement de gagner une étoile, t'es en mode, non, là vous abusez, tu vois, là vous forcez. En fait, ils n'avaient pas besoin de ça pour donner l'aura de prestige avec la saison Michelin. Et en fait, ils ont été allés jusque-là et du coup, bah forcément, tout le monde a dit, bah c'est un scam et bah il y a eu plein d'enquêtes qui sont sorties sur les attributions d'étoiles avec le guide Michelin et là, c'était un peu en mode compliqué, quoi. À la radio, le célèbre chef Yves Candebord s'insurge. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour avoir une étoile. C'est de l'irrespect du travail de cuisinier. Dans sa fronde, il est rejoint par Emmanuel Rubin, critique gastronomique depuis 35 ans. Donc t'as eu un petit peu une fronde, là, parce que là c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qu'il représente, t'as eu une fronde des anciens qui défendent le prestige. Qui sont en mode, non, normalement, une étoile Michelin, ça doit être mystique. Ça doit être un truc que nous, critiques gastronomiques et vieux chefs qui sont là depuis des années, seuls ont le secret. On ne peut pas laisser ça aux bassesses de la télévision. T'avais un petit peu cet aspect-là. La vieille garde, l'arrière-garde qui se défend face aux nouveaux modes de communication de Michelin, etc. Mais après, t'avais aussi une autre critique qui venait d'ailleurs un peu moins... Là, on va dire c'est la critique conservatrice de la saison Michelin, mais t'avais aussi la critique, on va dire, contre-hégémonique un peu de la saison Michelin, qui était en mode, si vous êtes prêt à filer une étoile gratos à des gens qui ont fait une émission de télé, bah dans ce cas, ça révèle que le guide Michelin n'est pas le guide prestigieux qu'il pense être, et qu'en fait, vous faites des magouilles dans tous les sens, et que la raison pour laquelle j'ai pas mon étoile, ou que je l'ai perdue, ou que je l'ai eu, ou que ça a été une galère, ou que, etc., c'est bien parce que j'avais pas les bons potes, j'avais pas les bons réseaux, etc., etc. Donc t'as un peu ce truc de, ça a un peu aussi révélé le climat un peu, j'ai pas envie de dire de corruption, de copinage, qui avait derrière le truc Michelin. Donc t'avais à la fois la critique conservatrice, qui m'agace, mais aussi la critique de la corruption du système Michelin et de pourquoi Michelin est devenu autant ce truc-là. Alors, bref. Vous avez capté. Le guide ne parle plus aux jeunes générations. Il est tellement en perte de vitesse, Michelin, qu'il ne sait plus quoi faire pour faire parler de lui. Mais ils ont tué leur étoile. Ils ont tué leur crédibilité. En plus, Michelin, c'est un guide de restaurant, pas simplement de chef. Donc un chef, ça s'incarne dans un restaurant. Oui. Il est où le restaurant? Et c'est ça, c'est ce que je vous disais, voilà. C'est le truc de ce switch-là, mais qui a été fait par la médiatisation des chefs, de faire passer de propriétaire l'étoile du restaurant au chef, qui est pour moi le truc le plus individualiste possible, mais qui va en fait avec la personnalisation capitaliste, etc., quoi. Oui, après, moi, je l'aime bien. J'avoue, je l'ai identifié dans l'arrière-garde conservatrice, mais je l'aime bien en fait. J'aime bien les vieux qui gueulent. Finalement, le guide Michelin ne remettra pas d'étoile au vainqueur. Mais il affirme n'avoir aucun regret. Pour lui, cette collaboration a permis de promouvoir la gastronomie et de révéler les talents culinaires de demain. Ce
qu'ils ont pas un peu raison, les vieux réacs, pour la cuisine? Ça dépend. Parce que t'en as qui étaient contre le move de Michelin, parce que ça les privait de leur réseau de copinage et d'influence qui leur avait donné leur étoile. Donc ils étaient en mode, ça va être trop facile pour les autres, et du coup il y a d'autres gens qui vont me faire concurrence dans mon milieu. T'avais un petit peu ce truc-là. Mais c'est vrai que t'en avais d'autres, parmi les vieux réacs, qui avaient un peu plus raison. Ça dépendait des raisons pour lesquelles ils portaient cette critique. Tu vois, genre c'est pas pareil quand t'es critique gastronomique, de critiquer la saison Michelin et le fait qu'il donne une étoile, le gars, sous l'angle de ça dévalorise le travail du critique, en mode, je défends ma tour dorée, que de le faire sous l'angle de, comme il le fait le mec, en mode, non, en fait, une étoile c'est pour un restaurant, là ça dénature complètement le sens de pourquoi on donne une étoile, tu vois. Comment un jeune qui fait une émission de télé comme ça sur un certain temps et qui à la fin ouvre un resto éphémère et a potentiellement la possibilité d'avoir une étoile. Enfin putain, un mec qui a son restaurant depuis 20 ans, qui aimerait peut-être une reconnaissance comme ça, qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage, on lui propose pas, il a pas ce genre de choses. Et pourquoi? C'est le truc, tu vois, je sais pas s'ils vont en parler, mais t'avais eu un reportage qui avait été fait sur un ancien critique du guide Michelin qui disait que ouais, bien sûr, quand t'es critique gastronomique, t'es censé être anonyme, mais bon, les gens ils savent, ils se passent le mot, etc. Et du coup, tu te tapes la cloche gratos parce que les gens ils vont espérer que tu vas leur faire une bonne critique. Et en fait, t'as tout un milieu, en fait, les inspecteurs du guide Michelin, c'est copinage et réseautage, ils se tapent la cloche gratos. Et en plus de ça, du coup, ils vont se diriger en échange vers certains restos plus que d'autres. Et le truc de on va dénicher des nouveaux trucs, c'est pas du tout ça, quoi. En 5 ans, les exigences imposées par l'étoile étouffent Vincent Favre-Félix. En plus, il ne croule pas sous les propositions de partenariat. Il n'a que 5000 petits abonnés sur les réseaux. Sur le bilan 2024, on est à moins 1000 €, quoi. Avec la marge de 700 000 € qui nous restait pour tout payer. Et une fois qu'on a tout payé, on se retrouve avec 1000 € de... Et je trouve que c'est d'autant plus l'ironie d'avoir Philippe Etchebest qui fait Top Chef, etc. C'est que il est dans une situation qui peut concerner Cauchemar en cuisine. Bon, évidemment, c'est un resto étoilé, alors forcément, t'as le prestige qui fait que tu peux continuer de contracter des prêts, des trucs comme ça, etc. Mais envoyer Philippe Etchebest pour faire Cauchemar en cuisine et redresser ce restaurant qui se comporte n'importe comment. Sauf que non, c'est déjà un étoilé. Et tu vois, c'est un petit peu aussi le mensonge qui est transmis un peu par omission dans Cauchemar en cuisine. Je fais une petite digression. C'est que les restaurants qui marchent pas, c'est forcément les mauvais restos. Non, t'as des excellents restos qui fonctionnent pas parce qu'en fait, c'est un modèle économique qui est complètement flingué, quoi. Aujourd'hui, Vincent Favre-Félix a définitivement baissé le rideau. En 2025, 23 établissements étoilés ont fermé leurs portes. Dans cet univers impitoyable de la gastronomie, un chef a fait de son nom une marque. L'influent Jean Humbert. Une étoile au Michelin. Il ressemble un peu au présentateur de Complément d'enquête en plus. Il a le même truc Il a les lèvres du ski. Vous savez, les lèvres un peu blanches, que quand tu fais du ski, tu mets plein de labello, etc. et t'as les lèvres toutes blanches. Il a un peu les lèvres du ski, un peu comme Tristan Vallée. Genre le teint hâlé et les lèvres du ski. Surnommé le chef des stars. Il est une aura Dans ses cuisines, il reçoit Rihanna, Omar Sy, Mbappé ou encore Beyoncé. Jean Humbert s'affiche même avec le pape. Tu viens de décrire 40% des mecs bourgeois. Oui. Le mec qui cogne est terroriste. Mais là, on va arriver dans l'onglet violence, MeToo, coups et blessures, quoi. J'ai pas les mots pour décrire les ravages du Covid dans la restauration. D'ailleurs, c'est quand qu'à gauche, on parlera du scandale des gens qu'on a forcé à s'endetter à cause des normes sanitaires complètement subjectives avec des intérêts pour les banques. C'est vrai que j'ai l'impression que dans le milieu de la restauration, il y a un côté un peu petit patronat, poujadiste, etc. Ça fait que la gauche a un peu de méfiance à aller vers là. Mais c'est vrai que vu que la France Insoumise fait des moves vers les petits patrons, ça peut être... ouais. Le public découvre ce chef au physique d'acteur en 2012. Lorsqu'il gagne l'émission Top Chef, devant plus de 5 millions de téléspectateurs. À 30 ans, la vie de Jean Humbert bascule. C'est vrai qu'il a vraiment une vibe Vianney, là, avec les cheveux en bataille et tout. Laura a travaillé comme serveuse aux côtés de Jean Humbert. Une expérience inoubliable. Chaque soir à table, des stars et des fans de tout âge. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent voir Jean, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir chef. Il y a des jeunes filles qui sont un petit peu émoustillées parce qu'elles voient une star qu'elles ont vue à la télé. On a des célébrités, on a Marion Cotillard qui est venue, Johnny Hallyday qui commence à venir pas mal au restaurant. On fait partie du rêve Jean Humbert. C'est ça. Et forcément, quand t'atteins la starification, du coup, il y a aussi l'omerta, l'impunité, l'accès à des meufs. Ouais. Un peu sexiste comme terme. Oui et non. Hot take peut être une populaire opinion, mais il y a quand même une réalité à la notoriété qui crée une forme de désir. Alors évidemment, le truc émoustillé, tu sais, il y a un truc de... La télé crée un effet d'aura, forcément, et crée une fixation, souvent un peu physique. C'est un peu le fan où c'est un peu un borderline, un peu l'érotique et passe souvent très loin du fanatique, quoi. Donc en vrai de vrai, je comprends un peu la méfiance sur ce terme, mais c'est aussi une réalité de meufs, mais comme de mecs d'ailleurs, mais qui sont matrixés par le côté sexy donné par la télé et qui y mettent leur fantasme, tu vois.
genre, et qui sont d'autant plus à avoir par un mec qui va exploiter ça. Donc en vrai de vrai, il y a un sous-entendu sexuel. Mais oui, mais je suis d'accord, mais justement, on peut parler du désir sexuel qui peut être créé ou d'un désir qui peut avoir une composante sexuelle, romantique, érotique, sans en victime blamer pour autant quand les mecs en profitent derrière. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, bien sûr, le mot émoustillé, il y a toujours un truc un peu scabreux derrière, quoi. Jean Humbert va rapidement devenir très rentable. Il signe ses premiers partenariats avec des marques. 40 000 € pour collaborer avec les yaourts Sojasun. Le même montant pour devenir l'égérie de la marque Reebok pendant 1 an. Même Maïté a fait de merch. Oui, ça a toujours existé. Les chefs de cuisine qui sortent leur... rien que les livres de cuisine, tu vois. Genre les livres de cuisine, ça a été le blueprint de la... Oui, bref, oui. Et après le merch, et après le truc de tu peux avoir les mêmes ustensiles que le chef, etc. Bon, il y a toujours eu ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'était plutôt dans le sens de produits dérivés de la cuisine et pas tant de... On va être l'égérie d'une marque genre Reebok qui n'a rien à voir avec la cuisine, tu vois. Ça n'a pas toujours existé, c'est depuis Bocuse. C'est vrai qu'avant, le game des livres de cuisine était beaucoup tenu par des femmes. Je pense notamment à Ginette Mathieu. Oui, il y avait Escoffier aussi. Non, c'est vrai que oui, il y avait Escoffier à l'ancienne. Bah oui, à l'ancienne, t'avais Escoffier de fou. Mais c'est vrai que t'avais un peu un game des livres de cuisine pour ménagères, notamment Ginette Mathieu, que j'ai à la maison. Mais maintenant, quand tu lis Ginette Mathieu, c'est illisible. Parce qu'en fait, Ginette Mathieu, tu vois qu'il y a vraiment des recettes, tu les lis. Quand t'as l'habitude de Marmiton qui t'explique tout étape par étape, Ginette Mathieu, c'est des trucs très très... Tu comprends pas la moitié de la recette. Parce qu'en fait, c'est écrit de façon un peu genre qui sous-entend qu'en tant que ménagère, tu sais déjà faire ces choses-là. Et t'as déjà ces connaissances. Et oui, il y a beaucoup d'implicites. Mais c'est vrai que t'avais beaucoup de femmes ménagères un peu exemplaires qui faisaient des recettes de cuisine, mais pour les ménagères. Les trucs Escoffier, j'ai l'impression c'est plus à destination des hommes, des chefs. Il y avait un peu ce marketing genré. Et j'ai l'impression que Bocuse, je m'y connais pas assez en histoire de la cuisine et des livres de cuisine. Mais en tout cas, il y a eu une masculinisation, on va dire, de ce champ-là, de la recette de cuisine. Et j'ai l'impression que maintenant, quand tu regardes les livres de cuisine, souvent quand c'est des femmes, ça va être plus dans le côté diététique. Quand ça va être des hommes, ça va être plus le côté en mode chef. Je sais pas si vous voyez un peu. Après, il va y avoir des femmes chefs qui font des trucs en mode diététique. Mais souvent, ce biais genré va se retrouver dans comment est marketé le bouquin, plus que dans qui fait le bouquin. Bocuse, Rebouchon, etc., qui vendent leur image à l'agroalimentaire pendant des années. Oui, bah oui. Dans les années 80-90, oui, de fou. En plus, il y a une période aussi de transformation de l'agroalimentaire, de développement de l'agro-industrie intensive, du démantèlement. Bon, on est un peu sur la fin du démantèlement de la paysannerie. Ça, c'est plutôt les années 50-60. Mais c'est vraiment en mode, ça y est, l'agro-industrie est là et on va la légitimer avec des chefs qui vont te faire croire au terroir, alors qu'on a détruit le terroir pour mettre en place cette agro-industrie. En fait, le balance, celle du XVIIe siècle avec les premières codifications des cuisines de cour, des hôtels. Déjà, à l'époque, on présentait jamais la cuisine de prestige comme le fil du travail féminin. C'est toujours chapeauté par un chef. D'ailleurs, souvenez-vous qu'en cuisine, on parle de régiment pour les... Oui, de régiment, de brigade. C'est vrai qu'il y a ce côté très militaire là-dedans. Mais oui, c'est vrai que j'ai l'impression que moi, mon image du livre de cuisine, c'est beaucoup... en fait, c'est vraiment matrixé par Ginette Mathieu et par le côté de transmission mère-fille, de savoir ménager, plus que de savoir d'hôtellerie. Où le savoir d'hôtellerie est plus masculin, l'autre savoir ménager est plus féminin, évident. D'ailleurs, n'oubliez pas que beaucoup de savoir culinaire de ces chefs a été volé à des ménagères, des doyennes, des vieilles dames isolées dans tel petit village. Oui, de fou, d'où la mise en avant de la grand-mère, la nonna, le truc comme ça, où t'es en mode, oui, ok, d'accord, tu voles le... Il y a un peu, oui, il y a un peu ce côté, le patriarcat qui vole le savoir féminin et qui en fait son propre truc, bien sûr. Et c'est pour ça que, il y a toujours un côté un peu, c'est vraiment le cliché de ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner. Grâce à son talent pour la communication, Jean Humbert, à l'époque non étoilé, va réussir un coup de maître, du jamais vu dans le milieu. En 2021, le Plaza Athénée le choisit pour succéder à Alain Ducasse. 21 étoiles partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que lui, j'ai l'impression, il a fait son buzz avant d'avoir son étoile, alors que maintenant, l'étoile arrive comme couronnement du buzz. Jean Humbert débarque au Plaza, c'est une révolution. Soudain, c'est plus la gastronomie qui l'emporte, mais c'est l'image. Le seul talent de Jean Humbert à l'époque, lorsqu'il est sélectionné par le Plaza, c'est d'être passé à la télé dans Top Chef et d'avoir des followers sur Instagram. Donc, ce qu'on veut, c'est une image. Ce qu'on veut, c'est une starlette. Ce qu'on veut, c'est du people. 6 mois seulement après sa nomination au Plaza Athénée, Jean Humbert décroche sa première étoile. Le pouvoir de la télévision, c'est terrifiant. Mais d'autant que ce qui est fascinant avec la télévision, c'est qu'on parle d'un domaine, la gastronomie, où quand même, t'as besoin de goûter pour savoir. Et ils ont réussi à te vendre un truc uniquement avec l'image. C'est magnifique. L'image, c'est beau, c'est bref, incroyable. Jean Humbert mérite son étoile, mais c'est une catastrophe pour le Plaza. Au Plaza, on attend 3 étoiles, au minimum 2. C'est ce qu'apportait Alain Ducasse. Une étoile au Plaza, c'est une claque. C'est le roi des aigris, je l'aime trop. Oui, de fou, il est trop aigri. Mais en même temps, il a vraiment ce mélange de je veux protéger à la fois la respectabilité de mon champ, mais en même temps, il y a un truc en mode je vais être d'accord avec lui sur certains aspects de la critique, et sur d'autres, je suis en mode ouais, t'es un peu un vieux con qui veut garder son vieux prestige de Bourges, tu vois. Mais vas-y. Moi, j'aime bien les vieux qui gueulent, je vous l'ai dit. Tout miser sur l'image est un pari risqué. Depuis près d'1 an, le chef du Plaza Athénée est dans la tourmente. Tout commence en avril. Dans le magazine Elle, 3 ex-compagnes de Jean Humbert dénoncent des violences physiques et psychologiques de la part du célèbre chef. L'empire de Jean Humbert commence à vaciller. Dans un communiqué, il annonce se mettre en retrait de ses établissements, le temps que la justice fasse son travail.
Dans le milieu, les langues commencent à se délier. Laura, sa serveuse pendant 1 an et demi, nous raconte les coulisses. Jean, je pense qu'il a à ce moment-là 2 facettes bien distinctes, celle qu'il a à la télé et celle qu'il a au restaurant. Quand on voit sa voiture se garer en double fil devant le restaurant, à la façon dont il claque sa porte, on sait s'il va être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et ça, il faut 3 minutes pour se préparer psychologiquement. Ok, qu'est-ce qu'on va se prendre aujourd'hui? Est-ce que ça va être Jean gentil ou Jean méchant? Il peut être très très violent verbalement, il peut crier très fort quand il n'est pas content de quelque chose, il peut jeter les assiettes, il va nous appeler pute numéro 1, pute numéro 2, pute numéro 3. Il n'a jamais pris la peine d'apprendre le prénom des personnes qui travaillent avec lui en cuisine qui sont d'origine sri-lankaise, parce que je pense que les prénoms sont peut-être un petit peu longs pour lui à connaître, et donc souvent les prénoms c'est connard 1, connard 2, fils de pute 1, fils de pute 2. Mais surtout c'est vraiment le... Bon déjà alors on va ouvrir le dossier des Sri-Lankais et de la main d'œuvre immigrée en cuisine, ça va pas être très joli à voir déjà de base. C'est un peu ma frustration sur ce complément d'enquête, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps sur l'image, sur les contrats, sur le côté médiatique. Moi j'aurais aimé un truc de dites-nous que ces chefs ils sont pas en cuisine, dites-le qu'ils bossent pas, que c'est que des patrons et qu'en fait c'est leurs commis qui font tout. Dites-le au moins, tu vois, genre je veux ça et l'exploitation, tu vois, genre en fait c'est un peu ma frustration souvent sous l'angle de la violence, parce que la violence c'est important quand même qu'elle soit traitée médiatiquement, mais je trouve que c'est un peu la façon que les médias ont de parler de la violence au travail et de la violence de classe et de la violence raciste aussi, parce qu'en vrai de vrai, ouvrons le dossier de la main d'œuvre immigrée en cuisine en fait, genre c'est ouvrons le dossier du tir de racisme aussi dans ce milieu-là, ouvrons le dossier des conditions de travail, enfin ouais c'est ça, c'est la violence structurelle passe un petit peu à la trappe, ou en fait si la violence structurelle présente c'est celle du patriarcat, mais du coup qui vient par effet presque de compétition surpasser toutes les autres quoi. Ces compléments d'enquête il est jamais mieux que ceux qu'on a matés. Oui alors là je suis d'accord que c'est plutôt un bon complément d'enquête pour l'instant, mais généralement quand c'est pas des compléments d'enquête sur le monde de la politique, alors peut-être que c'est parce que je suis plus expert dans le monde de la politique aussi hein. Mais généralement, je trouve que c'est souvent un peu plus pertinent parce qu'il y a moins ce dilemme de l'angle et de qui on aime et qui on n'aime pas, on va dire. Lors de l'enregistrement d'une émission de cuisine, le chef est accusé d'avoir fait bien pire. Avec le t-shirt Fight Club. You do not talk about Fight Club, you do not talk about la cuisine de Jean Imbert. Aïe aïe aïe. Ça, Cassandre, je vais te raconter un truc. Nous, en cuisine, on a des immigrés. Le chef travaille avec nous depuis 26 ans. Le padré l'a formé, etc., etc. Mais c'est une affaire familiale. On travaille tous ensemble. On s'entraide. Le nombre de fois qu'on a eu des clients, chef, demandaient à mon père, mais pourquoi tu restes encore en cuisine? Tu peux déléguer? Non, bah non, en fait, c'est son boulot, en fait. Le réflexe de l'exploitation de la part du patron blanc, ahurissant. Oui, de fou, bah ouais. Nous sommes en 2013. Jean Imbert et l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld co-animent le programme Recettes de fou sur M6. Nous ne sommes pas des people, disent-ils dans la presse People. Nous ne sommes pas des influenceurs, dit-il avant de faire son réel Insta. On va prendre la dorade, on va la lever en filet et la désarrêter. Moi j'ai une meilleure idée. Hein. Ah bon? Bah je l'achète sans arrêt. Non, ça je valide pas Alex. Et d'ailleurs quand tu fais la maline, tu sais ça c'est une dorade ou une dorade? Une dorade? Non, raté. Ça c'est une dorade DAU. Oui, et c'est aussi que tu le vois aussi même dans la structure de l'émission de télé elle-même, tu vois. Genre c'est la meuf blonde un peu ignare qui met en scène le fait que c'est une blondasse qui n'y connaît rien et le mec qui va lui expliquer quand même, tu vois, genre t'as tout ce truc là et qui du coup qui inverse le rapport, tu vois, enfin qui complète un petit peu le tableau de l'appropriation du savoir des grands-mères pour après humilier les jeunes femmes qui savent plus rien à la cuisine quoi. Cette émission a marqué la vie d'Alexandra Rosenfeld. Elle nous révèle avoir récemment porté plainte contre Jean Imbert. Elle accuse le cuisinier présentateur de violence lors du tournage d'une de leurs émissions. Ce jour-là, elle reçoit un mail du père de sa fille pour un souci de garde. Ce simple message provoque selon elle la fureur de Jean Imbert. Lui ne supporte pas en fait que j'ai eu une vie avant, et si je dois avoir un contact concernant la garde de ma fille, je suis une pute, je fais la pute parce que je parle à mon ex-mari, donc là il le prend très mal parce que c'est une humiliation pour lui que je puisse répondre à ce mail-là. Je suis de dos, je continue d'écrire ce mail, il est derrière moi, il crie, il m'insulte de tous les noms, et je me retourne, il essaie d'attraper le téléphone, donc moi je tends les bras et je les mets un peu en arrière pour pas qu'il puisse attraper le téléphone. Et là donc moi j'ai les bras comme ça, il m'attrape les bras, et droit, net, il me met un coup de tête. Et puis il me fixe, je sais pas combien de temps ça dure, mais on se fixe. Ouais. Moi, dans la vision périphérique, je vois le reste de l'équipe. Enfin, je vois des gens arriver. Et moi, déjà, juste d'en parler, je tremble. Je porte ma main à mon nez, je vois du sang. Je commence à crier, je suis horrifiée. Et donc là, un membre de l'équipe me sort, me dit Alexandra, viens, on sort. Il me dit on va partir, on va chercher une pharmacie, on va te désinfecter, etc. D'après le compte-rendu de cette radio passée le lendemain, Alexandra Rosenfeld a subi un traumatisme par choc direct, causant une fracture du nez. En avril 2025, le chef affirme que cette scène est intervenue dans un moment où il subissait des violences d'Alexandra Rosenfeld et où il essayait de s'en dégager. Il essayait de se dégager les violences, il lui prend le bras, il lui fout un coup de... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il lui a juste pété le nez, genre, mais c'était lui la victime dans l'histoire. Oui, ça a l'air d'être un bon petit mec jaloux, colérique, incapable de gérer la frustration. C'est vraiment une merde. Vraiment une merde. La maquilleuse de l'émission est arrivée juste après l'altercation.
Son visage était gonflé, son nez avait triplé de volume. Argument de la famille sérique. Non mais en fait, surtout que genre, ça existe dans des relations de couple, des trucs de violence mutuelle, sans pour autant remonter les fils de c'était la faute à qui, etc. Ou des trucs juste, ça s'engraine, et en fait, juste, les gens doivent juste se quitter, en fait. Et genre, c'est intenable, et tenu par, je sais pas, le fait qu'on croit encore... Genre, de fou, tu vois. Sauf qu'en fait, désolé, mais dans la violence physique, t'as un truc de... Généralement, ça se retrouve dans la proportion des coups et des insultes, tu vois. Genre, généralement, tu veux parler de violence mutuelle, généralement, il y a une question de proportion. Si c'est, oh là là, elle voulait parler à son ex pour la garde de notre fils, alors que moi, je suis un connard contrôlant et que je voulais pas ça, c'est pas des violences mutuelles si tu lui casses le nez, en fait. Là, tu passes bien au-delà. Là, c'est juste un narcissique colérique psychologique. Oui, là, voilà. Là, c'est juste un mec colérique, incapable de gérer la frustration, un gamin dans le corps d'un adulte qui a absolument tout et qui veut encore pouvoir faire sa loi comme un petit chef, quoi. Ce qui est ordinaire, c'est la culture de chef. Mais en plus, c'est un truc que t'intériorises dès l'école, dès les premiers stages. C'est un truc, si tu baignes là-dedans tout le temps, pas forcément, quand tu vas te retrouver face à une brigade et que tu sais pas comment gérer les gens, gérer l'humain, etc., bah ton premier réflexe, ouais, ça va être d'être violent et de gueuler parce qu'en fait, c'est ce qu'on t'a toujours appris à faire et qu'on t'a... Bref, tu vois, comme rien, bien sûr. Je suis autant sidérée du coup, parce que je n'avais jamais pris un coup de tête de ma vie, donc je suis autant sidérée du coup physique que de ce qui se passe après. Je suis même horrifiée en fait quand on me maquille et puis on me fait faire l'émission comme si ça n'avait jamais existé. En fait ça m'a vraiment traumatisée, presque plus que le coup en lui-même. Elle avait les larmes aux yeux et du coup je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas le tournage quoi? Attends, et genre ils ont continué le tournage genre c'est en mode vas-y on fait comme si de rien n'était, la maquilleuse vas-y tu me maquilles tout ça et puis on tourne. On nous a dit en plus l'enfer. Vous gardez ça pour vous. On vous a dit ça à tous, à tout le monde, on n'ébruite pas ce qui s'est passé. Donc il y a eu une volonté de cacher l'acte de Jean Humbert. Ah bah forcément. Donc pour moi c'était inhumain, mais je pouvais rien dire. Moi j'étais juste une maquilleuse. La série Recette de fou est produite par un ami proche du chef, l'animateur de télévision Mouloud Achour, et par son associé Rudy Tayeb. Moi, je n'ai jamais plus reparlé de cette affaire-là avec Jean, ni Rudy, ni Mouloud. On n'en a plus parlé et tout a été mis sous cloche et c'est un peu comme si rien n'avait existé. Je me suis dit, t'es pas importante à leurs yeux, que ce soit toi ou une autre, c'est la même chose. Et puis encore une fois, pour revenir sur la structure, elle aussi en tant qu'ancienne Miss France, ce côté de t'es remplaçable, t'es pas plus importante qu'une autre, etc., c'est aussi ce que t'intériorises dans le concours Miss France. T'es qu'une blonde comme les autres, de toute façon la prochaine dauphine elle va prendre ta place, t'as intérêt à vite faire ton trou dans les médias et à rester relevant parce que sinon t'en as plein d'autres qui attendent derrière toi, tu vois. Donc t'as aussi ce truc là où elle est d'autant plus dans une position et dans un métier de l'image et dans une trajectoire de vie où bah c'est un truc qu'on lui a fait comprendre toute sa vie, qu'il y en a une autre qui attend derrière toi en fait. Est-ce que les producteurs Mouloud Achour et Rudy Tayeb étaient présents? Je n'ai aucun souvenir de ça. Mouloud Achour nous assure qu'il était absent ce jour-là. Nous avons joint son associé. Voici sa version. Jamais on n'aurait continué ce tournage si Alexandra ne se sentait même un peu mal à la tête. Même une mini migraine ou quoi que ce soit. Jamais. Mais un nez cassé, vous comprenez. On lui a demandé, tu veux reprendre le tournage? Elle a dit oui. Du coup, on s'est pas posé de questions. Elle avait juste le nez pété. Elle a juste pris un coup de boule, elle a juste pris une fracture. Alexandra, si elle voulait reprendre le tournage, elle a dit oui, je suis dans les dispositions pour reprendre le tournage. Vous auriez aussi appelé l'une des maquilleuses en disant va falloir que tu remaquilles Alexandra pour la remettre devant la caméra et que rien ne se voit. Oh là là. Je sais pas qui a pu vous dire ça, mais c'est impossible que j'ai dit ça. Impossible. C'est même pas, je m'en souviens pas, c'est juste impossible. Bah oui, mais en même temps, désolé, si elle a le nez en sang, évidemment que la maquilleuse, elle va la remaquiller s'il faut reprendre le tournage. Oh non, impossible, pas du tout. Même si elle avait le nez en sang parce qu'elle s'était pété la gueule par terre et qu'elle était en mode non, vas-y, on continue de tourner, ça m'énerve, vas-y, comme ça on finit ça, etc. Genre, évidemment que la maquilleuse... Enfin, si c'était pas des trucs de coups et violence, tu vois, même là-dessus, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est évident. Ces accusations de violence, commises sur son lieu de travail, sont restées secrètes pendant de longues années. Et pour que ça continue, le chef s'est offert les services d'une communicante de crise. Une femme l'accuse aussi de l'avoir manipulée pour produire un faux témoignage. C'est une ancienne serveuse de Jean Humbert. L'an dernier, elle tombe sur l'article du magazine Elle, dans lequel le chef est accusé de violence. En lisant l'article, et moi je tombe des nues. Tout ce que ces filles racontent dans cet article, franchement j'aurais pu le dire, mais presque mot pour mot. Et il m'a brûlé avec ma cigarette sur l'épaule. Il me tenait très souvent les poignets, hyper violemment quand il y a quelque chose qui lui déplaisait. Il m'a tapé dans l'oreille très violemment. Vraiment l'archétype, oui, du mec violent, quoi. Genre c'est une dinguerie, quoi. Et ça m'avait fait sonner l'oreille pendant 1 ou 2 jours. Mais la goutte d'eau, c'est la dernière phrase de l'article. Elle se reconnaît parmi ses témoignages à décharge. L'équipe du chef nous a également fourni 4 attestations d'anciennes compagnes, assurant avoir entretenu avec lui des relations épanouissantes et harmonieuses,
exempte de violence. Et là, vraiment, je me dis, mais j'ai réussi encore à me faire avoir par ce mec. Tout commence il y a 1 an. Son téléphone sonne. Elle affirme qu'au bout du fil, Jean Humbert la supplie d'écrire une attestation en sa faveur. Il pleurniche au téléphone, en fait, il chouine. Ah, ok. Il leur a fait signer un truc en mode dis que j'étais un bon gars. Et une attestation. Ok. Il me dit qu'il est dans la merde, qu'une ex-compagne lui veut du mal. Il me dit, je peux pas tout dire dans les détails, mais elle parle de violence sexuelle, elle parle de violence physique, alors que je te jure, vraiment, j'ai jamais levé la main sur elle. Et il me dit, mais si elle va trop loin, je peux tout perdre, je peux perdre mes contrats, mais même mon image, imagine ce que les gens vont penser de moi. Il me dit, je peux pas me permettre ça. T'imagines le train de vie que j'ai aujourd'hui, je peux pas redescendre, c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi j'accepte de l'aider. Et donc j'ai écrit qu'on a une relation saine, qu'il a pas été violent avec moi. Elle accepte de rédiger une attestation positive. Mais plus tard, elle découvre que Jean Humbert l'a en partie réécrite. Voici l'original. Nous l'avons reproduite. En orange, les phrases ajoutées par le chef. Jean a toujours été très généreux et très attentionné tout au long de notre histoire d'amour. Attends, et non seulement elle a écrit le truc, mais en plus il a rajouté... Non mais attends, c'est... Ah non, mais jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment... Il a... Bingo, quoi. C'est ce que je retiens avant tout de cette relation. 2 personnes qui se tirent vers le haut, bienveillantes l'une envers l'autre, sans jalousie ni aucune violence. Pas de jalousie, hein. Il y en a aucune. C'est vraiment... En fait, tu me dis pas de jalousie, t'es en couple hétéro, je te crois pas. Même en couple gay ou lesbien, tu vois. Genre juste... Enfin, non. Et je me dis, mais... Il y a encore plus de mensonges en fait dans cette attestation-là. En fait, avec le recul, je me dis mais comment il a réussi encore 14 ans après à me faire faire un truc que j'ai pas envie de faire. J'ajouterais que j'ai un énorme sexe et non, ce n'est pas Jean qui écrit. Mais alors, qu'a donc fait Jean Humbert de ce témoignage modifié? Il l'a transmis à la presse, mais l'a-t-il donné à la justice ou aux policiers? Car à ce jour, elles sont désormais 3 femmes à avoir porté plainte contre lui. Parmi ses partenaires, seul Nespresso nous a répondu. La marque de café n'envisage pas de nouvelles collaborations avec le chef. C'est aussi le cas de plusieurs écoles hôtelières. Ah oui, voilà. Là, on arrive à la question des écoles et c'est intéressant parce que du coup, là, on remonte. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait faudrait faire une enquête sur les écoles, sur tout ce que ça fait, etc. Et en vrai, oui, parce que ça remonte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que tu apprends toute ta vie dans ta formation. T'as des profs qui te gueulent dessus, t'as des chefs qui te gueulent dessus, t'as des trucs comme ça. En fait, c'est aussi le truc que t'intériorises. Et en effet, la question de à quel point ça évolue, quoi. Spoiler, ça évolue pas. Voici l'histoire d'un jeune chef branché. Il travaille avec des stagiaires de centres de formation prestigieux. Pourtant, 26 ex-salariés, employés pour certains jusque fin 2025, dénoncent un comportement brutal. Ce chef s'appelle Matan Zaken, 32 ans et 1 étoile. Il a déjà été épinglé dans Libération. L'enquête du journal évoque des coups de colère et un comportement sexiste. Mais sa réputation semble intacte dans le milieu. Le chef est invité sur le tapis rouge du Festival de Cannes et le guide Michelin lui a renouvelé 2 fois son étoile. Son compte Instagram lui sert pour embaucher. Apprentie serveuse, jeune cuistot, tous veulent rejoindre cette bande de potes. C'est le cas de Marie, une pâtissière franco-thaïlandaise de 22 ans. En 2024, elle a des étoiles plein les yeux lorsqu'elle intègre la brigade. Elle reste 1 an et demi, avec selon elle, des semaines de 60 heures, puis claque la porte. Il me traitait comme une merde, j'ai rien des moments, vraiment, il me traitait vraiment comme des merdes. J'ai envie de me parler comme s'il m'était rien. Et en plus, t'as un peu une fiction que j'ai l'impression, dans le monde de la cuisine, les gens se répètent tout le temps comme un mantra, c'est on peut pas laisser le client attendre, etc. T'es en mode, ça va, le client, il a un repas de 3 heures devant lui, il peut attendre 5 minutes de plus, tu vois. Il y a toujours un peu ce truc-là de la pression. Après, c'est vrai que, évidemment, que quand faut sortir plein de plats, etc., genre, c'est voilà, mais genre, la vérité, à moins vraiment de faire poireauter une demi-heure ou quoi que ce soit, enfin, genre, en vrai, c'est pas un micro-retard. Et en plus, le micro-retard, ça va encore plus faire stresser, ça va encore plus faire accumuler des retards sur le reste de la chaîne, tu vois. Alors, c'est la pression qui crée, en plus, c'est eux qui créent les vrais retards, quoi. Donc, en vrai de vrai, genre, c'est le truc de le bail de le client est roi et on se sert du client comme prétexte pour violenter les employés. Enfin, non. On vend des lasagnes, on fait pas des opérations au cœur ouvert, j'ai dit ça trop de fois. Mais de fou! In fine, ils auront un truc bon dans l'assiette, ils auront oublié qu'ils auront attendu, tu vois. Surtout quand tu fais de la bonne bouffe. Genre, oui, ok, attendre 3 heures pour un steak dégueulasse dans une brasserie nulle. Oui, ok, t'as le seum. Mais attendre 10 minutes de plus pour un turbo poisson fumé ultra bon avec des épices, des sauces, des machins, un truc où t'oublies le retard, quoi, c'est bon. Et puis au pire, ça te permet de dessouler de l'accord mais 20 que t'as pris après, quoi. Mais il commence à me demander, ouais Marie, est-ce que tu as déjà léché la chatte? Quoi? T'as déjà couché avec une meuf? Alors, vas-y, dis. Vas-y, c'est bon, dis. Je savais pas quoi dire, quoi. Je me sentais obligée de répondre. Ouais.
Ah ouais, l'odeur du mec. Hein. Une meuf en cuisine, vous imaginez pas les gars? Bah, un peu. Enfin, j'imagine, mais je pense que je réalise pas. Que des charros. Mais en plus, tu sais, tout le truc de ouais, on se saigne en 4 pour notre métier, on passe notre vie en cuisine, etc. Je pense que cette espèce de fiction, parce qu'en vrai, quand t'es un grand chef, etc., genre, tu peux arriver à un stade où c'est les autres qui font tout à ta place. Donc t'as un peu plus une vie que t'es commis. Mais ça crée un petit peu ce truc-là de j'ai bien droit à ça. Genre, j'ai bien droit à baiser quand je veux et à choper les meufs dans ma cuisine parce que ça va, je me suis sacrifié, tu vois. Genre, ça crée vraiment une espèce de justification ultra toxique de je peux tout me permettre parce que j'estime que j'ai un peu souffert, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai gravi, je mérite maintenant, quoi. 4 autres femmes ont accepté une interview. Mais elles préfèrent rester anonymes, de peur que ça nuise à leur carrière. Et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je cherchais vraiment un traiteur qui sorte un peu des codes des grosses maisons traiteurs qu'on peut connaître à Paris. Le cuisinier parisien typique, cool, accessible, on se prend pas la tête. Tout le compte Instagram, c'est une joyeuse famille qui rigole, les événements ont l'air trop cool. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens comme moi qui sont, entre guillemets, tombés dans le panneau. Ces employés juniors sont séduites par les maisons de luxe partenaires du chef. Les bijoux Chaumet, le couturier Alaya ou Lacoste. Mais c'est pour ça, hein, le red flag, c'est vraiment les chefs stars, quoi. Après, j'imagine qu'il y a des chefs pas stars qui sont aussi des fils de pute dans leur cuisine. Hein. Mais genre, franchement, les chefs stars, c'est déjà dans le faisceau d'indices de la poudre aux yeux et du prétexte un peu de s'entourer de luxe pour que le luxe rejaillisse un peu sur toi. Et bref, imaginez, l'angoisse, c'était une femme en fin de service, les serveurs sont partis, les commis sont en train de se changer, le patron a partagé quelques verres de trop avec ses bons clients. Et là, dans l'établissement fermé, un film, bah ouais. On vient de se faire engueuler pendant 1 heure, on fait tous la gueule et il vient nous demander de sourire sur une story. Garder le sourire, même quand les semaines exploseraient de loin, les 39 heures déclarées. Et dès ma première semaine de stage, j'ai fait, je crois, 70 heures, quelque chose comme ça. Et c'est allé que en s'empirant. 70 heures pour un stage rémunéré à 500 €. En plus de ce rythme intense, nos 4 témoins disent avoir subi violences psychologiques, insultes et remarques sexistes de la part du chef. Putain, heureusement que l'inspection du travail est sous-financée et qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs. Hein. Putain, ils doivent être contents, les chefs. Une meuf qui met une jupe, c'est une pute. Une meuf qui se maquille trop, c'est une pute. Une meuf qui a 3 kilos en trop, elle est grosse et... regarde, j'ai des fantasmes. Elle, t'imagines ce qu'on pourrait faire pendant... Oh là là, pourquoi plus personne veut travailler dans la restauration? Mais en plus, typiquement, tu vois, j'ai l'impression que les maisons de luxe, autant genre les petits patrons de merde, ouais, y a plus personne qui veut bosser de nos jours, etc. Mais genre, en vrai, quand t'es dans une maison de luxe, t'as l'assurance qu'il y aura toujours des gens qui voudront bosser pour toi. Tu sais, t'as un peu ce truc-là de rien que pour le prestige, les gens ils sont assez cons pour vouloir bosser pour moi, tu vois. Genre, tu sais, t'as un peu ce truc-là de donc même eux, ils sont même moins concernés par ça, tu vois. Mais il y a ça aussi dans la mode. Moi, ça me fait énormément penser au monde de la mode en termes de personnification, de luxe, on t'attire avec de la poudre aux yeux et tout le monde veut bosser dans le truc et au final tout le monde finit en pleurs. Enfin, tu sais, genre c'est les viols. Enfin, genre non, franchement, c'est. Ouais. Nous avons sollicité Matan Zaken. Il a d'abord accepté de nous parler avant de se rétracter. Nous nous sommes rendus à son restaurant, le Gnome, à 2 pas du Louvre. À notre arrivée, les fenêtres ont été entièrement occultées. Devant le restaurant, un proche du chef nous interpelle. Vous pouvez attendre quelqu'un? Oui, je voudrais parler au chef. Ah, pourquoi? Parce qu'on a des questions à lui poser. Mais ça concerne pas du tout la soirée de ce soir. Non, il peut pas venir. Vous travaillez avec qui? Je travaille pour complément d'enquête. Pourquoi vous partez pas chez toi? Va chez vous, la maison, va courir une mec, va marier, va faire les petits. Tu vas faire la vie. Je travaille là, monsieur. Il me filme, Marco. Laisse la caméra et dégage. Et dégage. Matan Zaken a refusé de répondre à nos questions. Mais il nous a écrit. Oui, il va faire les petits, il va marier, rentre à la maison, retourne à la cuisine, quoi. Mais pas la nôtre, hein. Ta cuisine de merde. Ta cuisine où t'es pas payé. Ayant commencé la cuisine très jeune, sans formation spécifique au management, je ne prétends pas avoir été irréprochable. On m'a pas formé au management, j'ai commencé très jeune la cuisine, j'étais pas formé. Il faudrait peut-être faire des formations de management dans les écoles de cuisine en fait, hein. Oh, l'excuse. L'excuse. Hein. Il y a un truc qui s'appelle le droit du travail sinon, au pire. Ou la loi, je sais pas. Conscient des responsabilités qui m'incombent en tant qu'employeur, j'ai profondément structuré mon organisation, notamment par le recrutement d'une directrice des ressources humaines. Certaines écoles ont préféré prendre les devants. À Lyon, l'Institut Life, anciennement Paul Bocuse, l'a blacklisté. L'école Ducasse, elle, a exfiltré 3 élèves de son restaurant. Et ça, t'as le positionnement, je pense qu'ils vont aller dessus, mais t'as le positionnement des écoles qui est un peu trouble parce qu'ils sont en mode faut qu'on protège nos étudiants pour le prestige de notre école, mais en même temps, on veut pas causer un esclandre dans le monde de la cuisine parce que c'est un très. Dans le monde de la gastronomie parce que c'est un très petit monde, tout le monde se connaît. On n'a pas envie que du coup ça nuise à notre école. Donc c'est un peu en mode vas-y,
On le fait discretos, on exfiltre, on a nos petites listes noires, on dit aux meufs de pas aller dans tel ou tel resto et tout. On essaye de conseiller des trucs, on essaye d'arrondir les angles, mais surtout pas de vagues. 3 autres écoles continuent de lui envoyer des apprentis et stagiaires. Parmi elles, la célèbre école Ferrandi, qui nous assure n'avoir aucun problème avec le chef. Ça énerve Stanislas Vallée, le responsable des formations du lycée hôtelier Jean Drouan. Il a fait de la protection de ses 500 élèves son combat numéro 1. Pour inciter ses élèves à se confier, il a mis en place un questionnaire. Près d'un tiers de ses stagiaires lui rapportent de mauvaises conditions de travail. Le chef parle mal, stagiaire de merde, tu me casses les couilles. Il me poussait souvent violemment, ainsi que des tapes fortes sur l'épaule. Oui, il y avait un chef qui a dit que tu reçois pas de pourboire car t'es chinois. Oui, il y avait les membres du personnel qui disaient que les plongeurs étaient... Sympa, hein. Tu sais, t'es en mode, vas-y, t'as des étoiles dans les yeux, la cuisine, le style. Ouais, même t'es en mode, vas-y, je suis en lycée de cuisine, pourquoi pas, why not, etc. T'es en mode, mais ça te dégoûte, en fait. Oui, au moins, il tente un peu un truc, hein. Oui, le rapport de... Mais en fait, c'est un mode rapport de stage, en mode, bon, comment c'était, est-ce que c'est safe, quoi. Sur Arte, il y a un reportage sur cette école d'hôtellerie, là aussi, c'est horrible. Mais c'est un truc récent. Parce que aussi, évidemment, moi, enfin bon, on connaît les écoles, on n'est pas dupes, hein. Le bail de, on met en place des trucs, et en fait, il y a rien qui change vraiment. Et regardez, on a demandé aux élèves de Pouki, mais on va pas changer grand chose, ça m'étonnerait pas, hein. Pour la première fois, il révèle le nom des restaurants concernés. Une sorte de liste noire de 16 noms, dont 2 étoilés. La mare aux oiseaux de M. Guérin, donc ça c'est lié aux conditions de travail qui sont très dures, avec peu de jours de congé malgré la loi, plus de 60 heures par semaine. Contacté, le chef dit être très attentif au bien-être de ses stagiaires et n'avoir eu de problème qu'avec un seul d'entre eux. Mais non, mais c'est juste un qui était difficile et qui s'est vengé. Il aime pas réussir. Voilà. Il y en a, ils aiment pas la réussite, lui, il aime pas réussir. Du coup, voilà. Mais je fais très attention. Vous savez. Je pense que la plupart des écoles, je suis désolé, mais la plupart des écoles, elles ferment les yeux. Oui, tu vois, je pense que c'est un peu un truc de distinction vis-à-vis des autres écoles. Hein. Au contraire, il fait de la prévention. Non, mais oui, en fait, c'est cool qu'il fasse de la prévention, je suis d'accord. Mais il y a un minimum syndical de prévention. Mais le problème, c'est que forcément, si c'est que en mode on se passe des petits mots entre nous pour dire faut pas aller dans tel ou tel endroit, tiens, c'est encore comme dans l'affaire PPDA, tu vois. Bah en fait, ça change rien au fait que bah en attendant, t'as des stars et il y a d'autres gens qui iront les étoiles dans les yeux bosser pour eux et qui se feront baiser. Et ok, les gens qui sortiront de cette école, ils sauront qui éviter. Mais pas les autres, tu vois. En fait, il y a un truc où, surtout quand c'est structurel à l'échelle de toute une industrie, où tu peux pas te passer d'une action de rapport de force. Et bon, je vais encore faire dire le gros mot d'une action syndicale, quelqu'un dans le chat qui était en mode un jour peut-être on aura un syndicat qui sera pas à la botte des patrons dans ce monde-là, quoi. Mais enfin, et forcément, bah, le monde de la restauration, c'est un mode très atomisé. Chacun dans des restos un petit peu partout, des restos qui sont en concurrence les uns et les autres. Donc alors les conditions de syndicalisation pour des gens qui sont systématiquement en concurrence et en pression les uns contre les autres, bah bonne chance, quoi. Près d'un tiers des apprentis abandonnent leur poste, faisant de l'hôtellerie-restauration le secteur avec le taux de rupture de contrat le plus élevé. Et c'est dommage, parce qu'en vrai de vrai, c'est beau la gastronomie. Tu sais, genre, t'as vraiment un truc de... C'est aussi au nom du fait que qu'on continue aussi d'avoir un domaine où il y a un art culinaire qui se développe, des saveurs, des trucs comme ça, un attachement à notre tradition. Alors la vraie tradition, pas on va faire genre on aimait notre grand-mère. Et tu sais, t'as un peu un truc de genre c'est du gâchis, quoi. C'est aussi pour ça que c'est toxique. Bah oui, c'est qu'en fait, c'est le truc métier passion, quoi, ouais, comme le jeu vidéo. Mais comme beaucoup de trucs, comme la mode, comme l'audiovisuel, comme le journalisme, comme plein de trucs, quoi. Enfin, le journalisme, c'est un peu proche. Mais ouais, mais en tout cas, bah, du coup, je suis un peu... Moi, forcément, le côté fan de Top Chef, j'aurais plutôt aimé voir un peu aussi un envers du décor de... Parce que je vois la première partie, donc on voit... Souvent, c'est en 3 parties, les compléments d'enquête. Hein. Généralement, ils suivent plusieurs enquêtes différentes de presse. La première, c'est sur... En fait, les mecs de Top Chef, ils gagnent de la maille et c'est des influenceurs. Into, Jean Imbert, les violences, etc. Et la troisième partie, c'est les violences à l'école, etc., etc. Moi, ce qui me frustre un peu, c'est que du coup, on reste quand même dans l'illusion. Enfin, il y a eu le critique culinaire, il y a eu le critique gastronomique qui avait un petit peu, qui esquissait un petit peu ce truc de oui, les étoiles c'est une connerie, il y a une hyper personnalisation des chefs alors que c'est un travail collectif, de la cuisine, etc., etc. Enfin, tu vois, genre, il y avait un peu une esquisse de cette critique-là, mais que j'aurais aimé être un peu plus présente, tu vois. Genre, en fait, quitte à foutre une bombe dans ce milieu-là, autant dire, tous vos chefs stars, ils cuisinent pas. Tous vos chefs stars, c'est pas eux qui font les trucs. Ils ont une armée de commis complètement. Et en fait, la cuisine, c'est un ouvrage collectif. Et en fait, c'est pas le grand chef qui décide tout et de la côte duquel sort la magie culinaire. Non, bah en fait, c'est du cambouis, c'est des gens.
et c'est un travail collectif. Et en fait, moi, c'est un peu ça ma frustration, tu vois. C'est qu'on reste quand même dans un truc un peu individuel, ou alors c'est la faute à la société du 21e siècle et les réseaux sociaux, tu vois. Genre, on a du mal à aller encore plus loin, quoi. Et être en mode, bah, en fait, ça veut dire quoi être chef? Ça veut dire quoi être chef culinaire? Ça veut dire quoi être chef gastronomique? Et après, ça légitime d'autant plus la lutte contre le harcèlement au travail. C'est que, bah, en fait, si tu remets en évidence le collectif, bah, tu remets en évidence le fait que, bah, en fait, l'espèce de subordination et d'autorité est d'autant plus crassement vulgaire que, en fait, bah, c'est aussi des gens qui s'attribuent le mérite des autres, quoi. Tout le fonctionnement militaire de la restauration. Bah oui, genre, tu vois, genre, ne pas avoir de critique de l'histoire de la militarisation de l'imaginaire de la restauration. Ah, désolé, ça commence par là si tu veux parler de violence. Malgré tout ça, très intéressant ce complément d'enquête. Encore une fois, je trouve que complément d'enquête, quand il traite pas de sujets de politique politicienne, je les trouve un peu plus pertinent quand même. Et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.